Salut à tous et bienvenue pour le 204e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui débriefe les matchs du PSG, son actualité aussi. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la rencontre qui a eu lieu hier soir au stade Auguste Delaune à Reims pour le Reims-Paris Saint-Germain. Match nul 0-0 avec un carton rouge pour Sergio Ramos. Le PSG a joué toute la deuxième mi-temps à 10. Gros turnover de la part de Christophe Galtier avant la rencontre retour PSG-Benfica qui aura lieu mardi soir au Parc des Princes. Mais avant de parler de ce fantastique match, je vais quand même présenter mes deux acolytes, mes deux camarades du jour. Nicolas Puravo, pardon. Salut Nico, comment ça va? Salut Mousse, salut Yacine, bonjour tout le monde. Bah écoute, ça va, comme un dimanche midi, tranquille quoi. Je pensais passer Voilà. un petit dimanche peinard, et ben non, podcast. Et oui, je suis un tortionnaire, je suis un tortionnaire. Mais merci d'être là, Nico, malgré tout. Et le deuxième camarade, évidemment, c'est l'indispensable Yacine Amnet, coach Yacine. Salut Yass, comment ça Salut va? à tous. Ouais, ça va. Et t'as encore le sourire malgré tout ce qui s'est passé hier. Bah, chapeau, chapeau. Ah, déjà, alors deux choses. La première, c'est que je crois que j'ai découvert la DeLorean de Doc parce que c'est Retour vers le futur, ce club. Et la deuxième, on le dit, Mousse, quand même, qu'on ne devait pas faire de podcast C'est vrai. parce que les matchs s'enchaînent et que dès mardi, il y a un autre match et on s'est dit, bon, Reims, etc. Mais évidemment, avec ce club, on ne peut rien prévoir. Et, et, Donc, et, et ce que dit, il ouais. nous offre des moments de bonheur pour pouvoir multiplier les podcasts, apparemment. Alors, ce que dit Yacine est vrai. À la base, on s'est dit, bon, il y a un match mardi, c'était peut-être pas nécessaire de le faire, mais il y a tellement de choses à dire finalement. Et bah, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, il y a une composition un peu inédite hier, messieurs. Alors, côté défense, hein, c'était plutôt du classique, du classique, pardon, en l'absence de Kimpembe, donc c'était bien Donnarumma, Danilo, Marquinhos et Sergio Ramos. Sur les côtés, avec la blessure de Nuno Mendes et même sans sa blessure, je pense qu'il aurait fait tourner, c'était Juan Bernat. Mukele à droite, avec un milieu inédit, Verratti, Carlos Soler et Fabian Ruiz, et une attaque Kylian Mbappé et Sarabia. Première question déjà, messieurs, sur la composition. C'est vrai qu'on avait aussi, que ce soit les observateurs, les supporters du PSG, réclamé un peu de turnover, ce qui a été le cas hier. Sur le papier, en tout cas, avant que la rencontre ne débute, qu'est-ce que vous avez pensé de cette compo? Je te lance, Nico, c'est à toi. Bah écoute, ouais, du turnover tout à fait justifié pour le coup, parce que entre deux matchs de Ligue des Champions, on savait que ce match à Reims était un peu mal placé. Après, sur le choix des hommes, je trouve que c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Offrir une première titularisation à Soler, c'était, je pense, une bonne idée. Fabien Ruiz, il a déjà un petit peu plus de temps de jeu, donc aussi assez logique de le voir. Petite déception quand même de ne pas aligner Ekitike sur un match comme ça, surtout que de retour à Reims. Et puis ça permettait surtout de mettre enfin le pivot réclamé par Kiki. Donc voilà, c'était peut-être la seule petite surprise. J'aurais peut-être mis une petite pièce quand même sur Ekitike. Après, pour le reste, c'est bien de toute façon de faire tourner. T'es obligé. Hein, il n'y a pas que le PSG d'ailleurs. Hein, tous les grands clubs d'Europe aujourd'hui commencent à tirer un peu la langue. Donc Galtier, par la force des choses, fait tourner. Et de ce côté-là, c'est complètement justifié, c'est logique. Oui, d'autant plus, voilà, il y avait Nuno Mendes, Kimpembe, il y a eu Messi qui avait une petite alerte, donc qui a été laissé au repos. Et effectivement, en tout cas, pour ce match, pour ce type de rencontre, il était bien de faire tourner, surtout de donner la première titularisation à Carlos Soler. On en reparlera tout à l'heure. Pareil, Yacine, hein, même question. Hein, sur la compo, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, il a fait ce qu'il avait à faire, Christophe Galtier. Ouais, il n'y a pas de surprise et elle est plutôt cohérente et intelligente parce que, comme l'a dit Nico, après un match de Ligue des Champions, mais avant un autre match de Ligue des Champions, puisqu'on rappelle que d'habitude, il y a 15 jours entre deux matchs, mais là, avec le calendrier, bah, c'est toutes les semaines. Bah oui, il fallait faire des choix, il fallait reposer certains, il fallait préparer aussi le match de Benfica qui est hyper important malgré tout parce que contre Benfica, si tu fais pas un résultat, bah, les deux derniers matchs, ça va être chaud. Donc, voilà, tout ça mis bout à bout, la compo est logique. Le seul truc, c'est que sur Ekitike, moi, je n'avais pas misé sur lui parce qu'en fait, dans la conf de presse, Galtier dit qu'il ne veut pas lui mettre la pression, un retour à Reims, c'est compliqué, etc. Donc, je me doutais bien qu'il n'allait pas démarrer. Par contre, qu'il ne rentre pas du tout, ouais, Ouais. on en reparlera. Un peu surprenant. En même temps, ça a pu donner quand même du temps de jeu à Pablo Sarabia. Moi qui l'aime beaucoup, j'avais réclamé, donc j'étais quand même content qu'on lui donne cette titularisation pour qu'il puisse jouer au moins 90 minutes.
On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Hein. Honnêtement, le PSG n'a pas proposé grand-chose hier, encore une fois. On va parler de l'animation offensive. Alors, il y a eu une première action où effectivement Pablo Sarabia aurait pu ouvrir le score en première mi-temps. Je crois qu'il y a une frappe de Kylian Mbappé et plus rien finalement. Et même en seconde mi-temps, même si, alors je crois que sur l'ensemble du match, le PSG a eu 63% de possession de balle, Nico. C'était pas fou encore hier, Nico. Hein. Ouais, c'est gentil, hein. Pas fou, c'est très gentil comme expression. Tu connais, Nico. Ouais, t'es un gentil, Mousse. Non, c'est pas fou, mais d'un autre côté, quand tu marches et quand tu joues quand il n'y a pas de jeu sans ballon, bah, l'animation offensive, elle est toute pourrie. Et effectivement, il y a la première occasion d'entrée où on se dit, tiens, ils ont envie de jouer un peu au football, et ça va combiner, ça va être sympa. Et puis bah, derrière, c'est l'extinction totale des feux. Et puis, bah, écoute, dans l'ensemble du match, à part une ouverture en profondeur pour Mbappé qui perd un nouveau duel face au gardien, et puis l'occasion de Neymar, bah, on n'a pas vu grand-chose du PSG, quoi. Ça a été tristoun, ça a été sans idée, ça a été enfin, voilà, c'est mou. C'est mou, il n'y a pas de tension. Moi, je pensais justement qu'en intégrant des nouveaux joueurs comme ça, tu vas aller avoir un petit peu justement de sang frais avec des mecs qui veulent se montrer. Mais j'ai l'impression que justement, tu payes aussi cette rotation très tardive dans ce début de saison parce que Sarabia et Solaire, ils n'ont pas de rythme, ça se voit. Solaire surtout. C'est bien le titulariser, toi, pour une première fois, j'étais content, mais le gars, il avait joué, je crois, 11 minutes depuis le début de la saison. Bon, bah voilà, il n'y a pas d'automatisme avec les autres, il y a un manque de repères, il y a un manque de rythme. Et à l'arrivée, on se rend compte que c'est pas une bonne idée de fonctionner comme ça parce que tu mets des joueurs en attendant beaucoup d'eux, mais ils ne sont pas capables de donner. Fabien Ruiz positionné un peu plus haut, c'était intéressant, mais pareil, j'ai trouvé globalement assez discret, même s'il place une bonne frappe à un moment. Et puis dans l'ensemble, voilà, on a vu des joueurs qui combinaient pas ensemble, je dirais même que ça, pour certains qui n'avaient pas envie d'être là, ça les faisait chier clairement d'avoir fait 2 heures et demie de bus et puis de rentrer dans la foulée de la même manière. Et c'est pour ça où je te disais que moi, un Ekitike, ça m'aurait fait plaisir parce que lui, au moins, je pense qu'il aurait cavalé. Voilà, moi, je vois des joueurs qui courent pas. On m'explique que c'est normal parce qu'il y a de la Ligue des Champions, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et tout. Mais bon, écoute, on ne doit pas voir le foot de la même façon. En tout cas, à l'arrivée, en tout cas, on a eu l'animation offensive qu'on méritait par rapport à ce qu'on donnait. Et comme on donne rien, bah, forcément, bah, on se procure rien. Donc, on peut pas On être. récolte. Tu as tout à fait raison, Nico. Bah, la parole à coach Yacine. Pareil, hein, sur cette pauvre animation offensive, Yass. On a encore vu hier que ça manquait d'idées. Alors évidemment, Galtier a eu raison de faire tourner, mais ce que dit Nico est assez juste finalement. Quand tu intègres un Carlos Soler qui a joué très peu de minutes, à chaque fois il rentre en fin de match, que finalement il y a très très peu d'automatisme au milieu de terrain, c'est compliqué. Et encore une fois, Yacine, même la largeur n'a pas été utilisée. Il y a plein de choses qui n'ont pas été hier soir, Yass. Ouais, on a une animation en fait qui est, qui est à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs semaines au niveau des couloirs, au niveau du jeu très, très axial. Alors, le manque de mouvement, etc., évidemment, je rejoins totalement Nico. Le problème, c'est que ce que dit Nico, c'est vrai, tu payes le manque de rotation du début de saison. Et le problème, c'est encore une fois, c'est pas de dire il faut du turnover parce que rappelez-vous, et en plus, ça tombe encore une fois sur Reims. Thomas Tuchel avait fait beaucoup tourner le fameux match de Reims avec la victoire 2-0 de Reims au Parc. Le fameux match où Mbesso joue latéral droit, etc. Et on avait vu la même chose. Le truc, c'est que j'arrive pas, moi, à comprendre les coachs, comment ils fonctionnent, parce que tu as l'impression qu'à un moment donné, tu fais un gros turnover parce que tu n'as plus le choix. Parce que tu arrives à 3 jours d'un match très important et que tu te dis, bon, là, maintenant, j'ai plus le choix, il faut que je mette faut que je fasse 5-6 changements. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu mets des joueurs qui n'ont pas d'automatisme. En plus, tu changes un peu le système, parce qu'hier, ce n'était pas le 3-4-2-1, mais c'était 3-5-2, déjà, plutôt. Tu mets des joueurs dans des positions qui ne sont pas forcément les meilleures. Ça manque d'automatisme. Donc, en fait, tu les mets aussi en difficulté. Et je répète ce que je dis souvent. En fait, c'est la saison, tu la prépares au fur et à mesure de ce qui se passe. C'est pas d'un coup, tu te dis, tiens, allez, j'ai un banc, je vais les faire rentrer à 6 et puis ça doit passer. Non, ça ne doit pas passer. Donc, toute la saison, peut-être qu'à un moment donné, tu dois en mettre un avant. Tu dois faire 2-3 changements plus tôt dans la rencontre pour leur donner pas 4 minutes 30 avec le temps additionnel, mais plutôt 20-25 minutes de jeu.
etc., etc. Donc, ouais, c'est une mauvaise gestion. Et en fait, à l'arrivée, tu as ça. Et je précise tout de suite, c'est pas de dire, venez pas nous dire dans les commentaires, ah, mais vous réclamez du turnover et quand il y en a, non, non, on a réclamé, oui, il y en a eu, c'est bien. Mais en fait, on n'a que la conséquence de tout ce manque de turnover avant. Quand tu tombes sur un match comme ça, bah, il ne se passe rien. Après, je rejoins Nico sur est-ce que les remplaçants, entre guillemets, doivent montrer plus? Oui. Est-ce qu'ils peuvent montrer plus? C'est toujours la même question. Tu t'entraînes plus parce que tu joues tous les 3 jours. Et en plus, tu as, comme le dit Nico, tu as 10, 15, 20 minutes de jeu sur 12 matchs depuis le début de saison. Est-ce qu'ils peuvent montrer plus à ce moment-là? Je ne crois pas parce que tu manques de rythme. Voilà, donc tout ça assemblé, bah, ça donne ce qu'on a vu hier, une animation offensive qui était pauvre. Mais en même temps, on ne peut pas tout jeter sur les remplaçants parce que l'animation offensive, elle est pauvre depuis plusieurs semaines. Ouais. Donc, ce n'est pas que de leur faute à eux, il se passe quelque chose. On est quand même loin des 4 premiers matchs du début de saison. Et sur le manque d'envie, Yacine, il en parlait, Nicolas. Enfin, selon toi, c'est vraiment parce qu'il y a aussi la peur de la blessure avant un match important et les échéances qui sont à venir. Nicolas le disait à juste titre sans doute, hein, mais c'est vrai qu'on a senti vraiment un manque de motivation. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont pris le bus? Est-ce que c'est simplement parce que c'est Reims et peut-être que dimanche prochain, face à l'OM, on verra une toute autre équipe? C'est quoi selon toi? Parce que, enfin, comment on peut expliquer ça en fait? Comment, même en faisant du turnover avec un banc de qualité, comment tu arrives à faire 0-0, à retomber dans les travers de la provocation? Parce que les Rémois ont bien compris que voilà, il fallait titiller cette équipe pour qu'elle pète un cap. C'est ce qui s'est passé, on va y revenir. Est-ce que tout ça s'explique par tout ce que je viens de te dire, Yacine? Ouais, oui, bien sûr. Ça, de toute façon, il y a toujours plusieurs raisons. Il n'y a jamais un seul facteur. Le problème, en fait, c'est que déjà, tu manques de leaders. Tu manques de leaders parce que c'est eux aussi qui doivent, à un moment donné, te bouger et amener quelque chose. Après, tu manques aussi de certitude dans le jeu. Enfin, on peut reprendre les matchs et tous les podcasts qu'on a fait depuis un mois et demi. Quand on sort du mois d'août, on est plutôt satisfait de ce qui se passe. Mais depuis la fin août et le match à Toulouse, à la limite, c'est un peu la période charnière, il ne se passe plus grand-chose. Donc, en fait, oui, peut-être que tout ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que je te dirais oui si avant, tout se passait super bien et que tu enchaînais les matchs des grosses prestations. Sauf qu'en fait, tu les enchaînes plus. Donc, et pour mettre les remplaçants dans de bonnes dispositions, on va dire, dans de bonnes conditions, il faut aussi que tu aies des certitudes dans le jeu. Et moi, je suis désolé, depuis un mois et demi, il n'y a aucune certitude dans le jeu. C'est Verratti qui te sort des pressings tout seul comme d'habitude. Ce n'est pas le système de jeu qui fait ça. C'est Vitinha. Et puis après, c'est les 3 de devant, de temps en temps, qui décident sur un éclair de faire basculer un match. Mais dans les certitudes de jeu, on n'en a toujours pas. Voilà. Et j'ai bien aimé le tweet de Nico qui dit Galtier, il analyse très bien les matchs. Ben ouais, c'est vrai, parce qu'il fait les mêmes constats chaque semaine, etc. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Donc moi, je veux bien les constats, mais nous, qu'on fasse des constats, à la limite, on va dire c'est notre rôle, c'est notre job, voilà, on le fait. Mais nous, on n'est pas coach. Mais toi, tu fais les constats. Qu'est-ce que tu amènes derrière? S'il n'y a pas de changement, c'est bien qu'il y a un problème, quoi. Bah, justement, on va en venir à ça, Nico, sur Galtier. C'est vrai que là, on commence vraiment à voir les limites, parce que c'est, comme l'a dit Yacine, hein, Nico, ça date pas d'hier, ça fait déjà quelques matchs. Quand tu vois que ton équipe, elle n'y arrive pas, il n'y a pas d'idée de jeu, etc., et qu'en fait, tu fais un changement tactique parce que tu as un carton rouge, il a fallu attendre la sortie de Ramos pour qu'il fasse un réajustement. Et encore, là, il le fait parce que c'est vraiment les conséquences du carton rouge, c'est même pas pour changer les choses. C'est Christophe Galtier qui a été un peu épargné par les médias et par la presse française, Nicolas. On commence quand même à voir les limites de ce coach ou c'est juste le début de saison et ça peut encore s'améliorer. Non, ça peut évidemment s'améliorer. On est début octobre, il va y avoir une Coupe du Monde avec une interruption d'un mois et demi. Évidemment qu'on va vivre une saison particulière. Galtier, il y a deux aspects, je pense, où on l'attendait. Le premier, c'était sur le côté tactique. Est-ce qu'il allait pouvoir trouver des réponses on va quand même le reconnaître, à une question assez délicate à gérer, à savoir comment aligner les 3 de devant ensemble, parce que ça te déséquilibre ton équipe, que tu le veuilles ou non. Il n'y a aucun club en Europe aujourd'hui qui a misé sur 3 profils comme ça. Enfin, voilà, c'est une aberration, on sait, depuis 2 ans. On va continuer encore au moins quelques mois comme ça, mais évidemment que c'est difficile. Je trouve que justement, sur les premiers matchs du mois d'août, Galtier avait apporté un élément de réponse plutôt sympa, avec ce passage à la défense à 3 pour mettre en avant les pistons. Et puis surtout,
on avait l'impression, en tout cas, d'avoir une certaine cohérence et un certain équilibre avec les trois de devant dans leur investissement, dans leur positionnement, dans leur combinaison. Je trouve que ça a bien tourné. Yacine a parlé du match à Toulouse comme un match charnière, je suis complètement d'accord. C'est le match où ça a été pour la première fois vraiment très en deçà de ce qu'on avait vu. Et, et j'en arrive sur le deuxième aspect parce que moi je pense que ce n'est pas que tactique, c'est avant tout, et c'est là où moi j'attendais énormément Galtier, c'est sur l'implication des joueurs. Et moi vous pourrez m'expliquer le truc dans tous les sens, vous pouvez m'amener tous les arguments du monde. Pour moi aujourd'hui le souci numéro un du PSG, c'est d'avoir une équipe de feignasses. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, cette équipe ne travaille pas sans ballon, cette équipe ne joue pas en bloc, cette équipe est déséquilibrée sur un match comme hier, c'est flagrant. Et c'est un sport collectif le football. Que tu sois bon, que tu sois pas bon, si tu joues en équipe, tu vas trouver des solutions. Si tu joues pas en équipe, bah, tu t'en remets à des exploits individuels. Hier, le seul capable de faire des exploits individuels, c'était devant Mbappé et au milieu Verratti. Bah, ils n'étaient pas dans un grand soir. Et puis, bah, à l'arrivée, tu ne peux pas trouver d'autres solutions. Et c'est là où moi, je suis assez déçu de Galtier pour le moment. C'est que tout ça, il analyse, je pense, beaucoup mieux que moi. Parce que Yacine dit qu'on n'est pas coach, lui, il l'a un petit peu, tu vois, quand même. Donc, je pense que Yacine est un peu plus légitime que moi. Et alors, bon, Mouche, j'en parle même pas, lui, pas du tout. Mais tu vois, ce constat-là, Galtier, il le fait comme nous, parce qu'il bah, il le voit. Il le voit bien, c'est un problème de mouvement, d'implication. Le mois d'août, on était tous contents parce que cette équipe-là joue en bloc et que c'est agréable de voir 10 mecs partir en même temps au pressing avec des mouvements coordonnés. Franchement, le mois d'août, il était emballant et on a envie d'y croire. Là, ce qu'on voit depuis 5 semaines, eh ben, c'est du Pochettino, quoi. C'est que vraiment, voilà, c'est un groupe qui choisit ses matchs, qui gère ses efforts, qui ça met juste au niveau le supérieur de l'adversaire où ça doit logiquement suffire. Et c'est très pénible. C'est très pénible parce que qu'ils le fassent contre Reims, tu as envie de te dire, bon, entre deux matchs de Ligue des Champions, pourquoi pas? Mais ils l'ont fait en Ligue des Champions, ils l'ont fait contre la Juve, ils l'ont fait contre le Benfica, où franchement, dans l'implication, c'était pareil, c'était très moyen pour un match de Ligue des Champions. Et ça, moi, ça commence vraiment à me frustrer parce que voir une équipe de football qui court pas, moi, c'est quelque chose, j'ai du mal. J'ai du mal et même en étant supporter, même en aimant certains joueurs plus que d'autres, bah, moi, je prends pas de plaisir à voir une équipe qui marche et qui joue comme des divas. En plus, on parlera tout à l'heure du côté arbitrage et les nerfs qui lâchent. Mais moi, hier, cette équipe-là, j'ai envie de mettre des beignes, quoi. J'ai envie de mettre des grosses claques, quoi. On t'a senti très énervé hier sur Twitter, Nico. Et encore, je me suis auto-censuré. J'imagine. Sur ce que dit Nico Yacine déjà sur Galtier, sur le discours, on en a souvent parlé, Yacine, hein, le discours qu'il avait quand il a été officialisé, intronisé coach du Paris Saint-Germain. C'était un peu, on va voir ce qu'on va voir, c'est tout le monde pareil, il faut que tout le monde fasse les efforts. Celui qui est pas content, en gros, il jouera pas. Enfin, il a pas dit vraiment dans ces termes-là, mais il a essayé de faire comprendre qu'il fallait vraiment essayer de retrouver un collectif. Et j'ai l'impression, et même d'ailleurs déjà sur Pochettino, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas tous les joueurs en fait. T'as toujours deux trois joueurs qui sont toujours très impliqués. Je pense à Verratti, à Vitinha cette saison, même à Neymar, qui même lorsqu'il fait pas un bon match, on sent quand même que voilà, il y a des retours défensifs, il essaye d'aider ses camarades. Et puis t'as les autres, comme le dit Nico, voilà, qui choisissent ses matchs, qui n'hésitent pas à montrer leur état d'âme. On parlera de Kylian Mbappé tout à l'heure. Finalement, beaucoup de discours, mais on attend toujours les actes, Yacine. Bah ouais, c'est le problème. Et le problème, c'est j'ai pas envie de dire vendu du rêve parce que pour ceux qui suivent le podcast, ils savent que j'ai jamais rêvé, moi. Mais ouais, il a voulu venir un peu en donneur de leçons. Voilà, c'est le collectif qui est au-dessus. Est-ce que vous êtes capable de sortir un des trois de devant? Oui, je suis capable s'il n'y a pas l'implication nécessaire. Voilà, plein de choses comme ça et beaucoup sur en plus ce que dit Nico, c'est-à-dire sur les comportements, encore une fois. Même s'il avait parlé à l'époque du fameux 3-4-3, la majorité de son discours était sur les comportements, sur l'investissement, sur le pressing, sur l'état d'esprit, etc. Effectivement, on l'a vu 4 matchs en début de saison, c'était super, on était contents. Depuis, il n'y a plus rien. Et depuis, il n'y a plus rien. Et le problème, c'est que si en tant que coach, tu ne réagis pas ou qu'il n'y a pas de changement, il y a 2 solutions. La première, c'est que tes joueurs ne t'écoutent pas. Donc, c'est déjà un premier problème. Le deuxième, c'est peut-être que tu n'en as pas conscience et ce sera un autre problème. Donc, dans les 2 cas, il va commencer à falloir à se poser les vraies questions sur l'apport de Galtier. On nous a expliqué 1000 fois il va apporter ça parce que c'est un meneur d'hommes, parce que c'est un gagneur. Hier, moi, quand je le vois sur le côté, je ne vois pas un entraîneur qui a envie de les bousculer, quoi. Il est presque trop gentil.
sur le côté. Voilà, donc à un moment donné, encore une fois, hein, je ne suis pas là à dire un entraîneur, il doit brailler, sauter. C'est pas ce que je dis. Mais de temps en temps, quand tu vois ton équipe qui n'a pas les bons comportements, etc., c'est pas possible. Voilà. Et on parlera d'Mbappé après. Et c'est un peu le symbole de tout ça, finalement. Après, Vas-y. excuse-moi, après, là où c'est surprenant hier et même agaçant, c'est que voilà, hier, il y a du 109, à part Mbappé, qui en plus, pour le coup, joue en tant qu'avançant, donc on peut estimer normal ou moins le comprendre qu'il fasse un peu moins d'efforts défensifs que les autres, mais sur le terrain, hier, sur le coup d'envoi, tu as 9 mecs qui ont un profil de gars qui travaillent, qui ne sont pas avares d'efforts, mais tu vois, ils ne le font pas. Alors, est-ce qu'il y a déjà de la fatigue? Est-ce qu'on fait attention à la match de Ligue des Champions? Est-ce qu'on pense à la Coupe du Monde? Ou est-ce que on gère parce qu'on en a un peu rien à foutre de Reims? Il y a peut-être un mélange de tout ça réuni, mais moi hier, je pensais vraiment voir un PSG pendant une demi-heure qui allait jouer à un niveau beaucoup plus élevé, qui allait mettre du rythme, qui allait un peu écraser l'adversaire techniquement et puis l'étouffer. Et puis d'un autre côté, si tu fais des matchs comme ça, au bout d'une demi-heure, le match il doit être plié et puis tu peux gérer derrière, tu vois. Sauf que le PSG s'est mis encore hier en mode diva, quoi. Et j'ai du mal à comprendre parce que, comme je te le dis, tu as les Sarabia, un Verratti s'est jamais économisé, Solaire avait envie de cavaler, de montrer des choses, Fabian Ruiz a des choses à prouver. Enfin, tu n'as que des mecs sur le terrain qui ont besoin de prouver qu'ils peuvent apporter, mais les mecs ne le font pas. Donc, est-ce qu'il y a un mec qui contamine tout le monde? Est-ce que c'est un état d'esprit général de se dire, bon, bah voilà, on s'est mis dans le moule du PSG, donc maintenant, bah, on a compris qu'on gagnait les matchs sans courir et puis on va continuer parce que c'est super. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de cette équipe, mais il y a un vrai problème quand même. Et puis, ça fait 5 ans qu'on répète la même chose, quoi. Depuis 2017 à peu près, c'est toujours le même problème. Hein. Donc, il y a un problème, mais c'est pas que le coach, tu vois. Il y a un problème beaucoup plus profond que ça, quoi. Mais on croit l'identifier, mais d'un autre côté, on ne doit pas l'identifier comme il faut parce que personne ne peut régler le problème. C'est vrai, Antine, ce que dit Nico. Alors, juste te pose la question, avant que je l'oublie. Mais, pardon. C'est vrai qu'avec des joueurs comme Sarabia hier, Carlos Soler, Fabian Ruiz. Alors, tu l'as expliqué, Nico, et à juste titre, hein, il y a du manque de rythme du côté de Sarabia et de Carlos Soler. Fabian Ruiz qui enchaîne malgré tout des matchs et des titularisations. Comment t'expliques, toi, Yacine, que même ces joueurs-là, qui sont des joueurs de vestiaire, des joueurs de devoir, ils n'arrivent pas à entraîner les autres. On a l'impression même qu'ils n'osent pas, à certains moments, qu'ils ne préfèrent pas dire les choses, suivre un peu la meute, rester dans leur coin. On parlait de Danilo la semaine dernière qui commence à prendre de plus en plus de poids sur le terrain, qui a même un rôle de vice-capitaine parfois, dont on a l'impression qu'il a ce rôle-là. Et lui, il lui a fallu du temps à Danilo. Hein. Il arrive en 2019. Hein, et aujourd'hui, il parle, il dit les choses. Et on a l'impression que les joueurs qui arrivent, il y a tellement de joueurs installés au PSG, des mecs qui sont là depuis 8 ans, des Marquinhos, des Verratti, comment ça s'appelle, Mbappé, Neymar qui sont là depuis 5-6 ans. Et on a l'impression que ces nouveaux joueurs, et pourtant c'est des vrais joueurs de club, hein, Soler, capitaine de Valence, Ruiz à Naples, eh ben, ils n'osent pas prendre le jeu à leur compte, etc. Comment t'expliques ça, toi, Yassine? Je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que il y a un manque de concurrence. Je pense qu'il y a aussi ces joueurs. Alors, c'est pas une excuse du tout. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne le tolère pas ce que je vais dire, mais c'est une explication. Ces joueurs se disent de toute façon, en fait, qu'on fasse un bon match ou pas, l'équipe, elle est faite. En fait, on joue rien. On ne peut pas montrer des choses parce que de toute façon, ça ne changera rien à ce que le coach mettra en place contre Benfica, par exemple. Et en fait, ça, c'est pas normal, mais ça existe. Et le problème, tout ça, ça découle aussi d'autres choses. C'est que quand tu vois certains joueurs ne pas faire d'efforts ou se foutre de la gueule du monde, et qu'en fait, ils ne sont jamais remis en question. Parce que, tu vois, on parle souvent, alors, je vais prendre l'exemple de Liverpool entre 2017 et 2019, où, par exemple, le fameux Origi qui rentre et qui est décisif, etc. Alors, ça, c'est un peu de chance, il n'y a pas de problème. Mais en fait, pourquoi? En fait, le mec, il est remplaçant, sauf que devant lui, tu as des joueurs qui font les efforts, qui travaillent, qui jouent en équipe, il y a des résultats, etc. Donc, il se dit, de toute façon, en fait, je ne peux pas contredire. Qu'est-ce que je vais raconter ma vie? Salah, Mané, etc. Ils sont tous au niveau. Ils font tous les efforts. Et l'équipe, elle gagne. Voilà. Donc, quand on fera appel à moi, bah, j'essaierai peut-être de donner ce que je peux donner. Puis sinon, de toute façon, je ne peux pas m'imposer parce que les mecs font le travail. Mais quand tu vois des mecs qui ne font pas les efforts, qu'on n'a rien à foutre, et qui jouent 89 minutes, 92 minutes, 95 minutes,
en fait, tu te dis quoi? Ok, mais en fait, les dés, ils sont pipés, quoi. Il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que je pourrais courir 17 km, récupérer 24 ballons et faire 3 passes décisives. En fait, de toute façon, il y a des statuts, il y a une équipe type et stop. Et je pense que voilà, ça joue. Le fait, tu vois, on le redit vite fait, mais sur le turnover, un joueur qui vient, que ce soit au PSG ou pas, mais qui rentre 4 fois ou 5 fois en 10 matchs, à la 88e minute, en fait, le message que tu l'envoies, il est terrible. En gros, bon, je te fais rentrer parce qu'à un moment donné, on gagne un peu de temps sur les changements. J'apporte du sang frais pour peut-être pas qu'on finisse à 10, etc. Mais en vrai, qu'est-ce que j'attends de toi à la 88e minute? Rien du tout. C'est-à-dire que s'il y a un miracle, tu marques un but comme Renato contre Montpellier qui rentre 5 minutes et qui marque. S'il n'y a pas de miracle, eh ben, j'attends rien de toi en fait. C'est juste un changement pour gagner du temps. Et il faudra parler du coaching parce qu'hier, il n'y a que 2 changements. 2 changements parce que le troisième, il est à la 88e. Donc, il n'y a que 2 changements dans une équipe qui ne tourne pas. Donc, les messages que tu envoies, encore une fois, un groupe, il vit aussi des messages de l'entraîneur. Donc, encore une fois, je termine là-dessus, ce n'est pas une justification. C'est-à-dire que moi, je ne tolère pas ça. Mais je comprends ce que ressentent les joueurs. Voilà. Mais ça, toi, c'est. Ça, c'est quand même très, très attaché au PSG. Ouais. Et ça commence à être très agaçant. Parce que tu as des clubs, alors on va parler de City par exemple, aujourd'hui qui tournent du tonnerre de feu. À City, tu n'as pas l'impression d'avoir un joueur sur le terrain au-dessus du groupe. Il n'y en a pas un. Et pourtant, il y a des vrais stars. De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland, c'est des vrais très très grands joueurs. Il n'y en a pas un qui est au-dessus. Le Bayern aujourd'hui, est-ce que tu as un joueur qui te semble au-dessus du Bayern? Même quand Lewandowski était encore là-bas et cartonnait, Lewandowski, il était vraiment complètement vraiment dans ce groupe. Au PSG, tu as vraiment cette sensation d'avoir des joueurs au-dessus avec leur statut. Après, un noyau de groupe avec des joueurs, on va dire, un peu plus normaux, même si les autres sont normaux aussi, je vous rassure, mais tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment, vraiment complètement typique du PSG. Et il n'y a pas de solution, je crois, en fait. C'est ça qui est vraiment super inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on a vu déjà 3-4 entraîneurs différents essayer, Pochettino, Emery, Tourelle, maintenant Galtier, mais c'est insoluble, en fait, comme solution, parce que la seule vraie solution aujourd'hui, ce serait de mettre ces mecs qui ne font pas tes efforts, comme tu dis Yacine, sur le banc. Mais tu ne peux pas, parce que politiquement, c'est un club qui ne peut pas se le permettre, parce que tu n'as pas une autorité suffisamment forte. Tu vois, moi, on en parlera tout à l'heure, puis je ne veux surtout pas avoir le sentiment de faire une fixette sur Mbappé, surtout je me suis déjà suffisamment engueulé avec les fans de Neymar pour en plus maintenant me coltiner ceux de Mbappé, j'ai pas la force, mais... Et ils sont de plus en plus nombreux, Nico. Mais attention. Un mec comme Mbappé, franchement, ça lui ferait du bien d'avoir un coach qui le mette sur le banc 3 matchs en lui disant, écoute, ton comportement aujourd'hui ne me convient pas, ce que tu fais, ce n'est pas satisfaisant et ce n'est pas acceptable, je te mets sur le banc pendant les 3 prochains matchs. Quand tu auras changé, tu rejoueras parce que tu es meilleur que l'autre, mais l'autre a un meilleur état d'esprit. Mais tu ne peux pas faire ça au PSG. C'est impossible. Si tu fais ça au PSG, c'est la révolution, c'est la guerre civile dans ce vestiaire. Donc, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, et je retire absolument pas aucune critique que j'ai faite sur Pochettino, qui, alors, lui, était vraiment en dessous de tout, mais aujourd'hui, pour un entraîneur, cette donnée-là, je pense qu'elle est insoluble. Et le match d'hier, typiquement, c'est des matchs que tu dois accepter quand tu es entraîneur du PSG parce que tu ne peux pas passer au travers de ce genre de match. Parce que cet état d'esprit-là, tu peux pas trouver de solution à court ou moyen terme. Donc c'est dramatique, mais j'ai l'impression que ça fait partie d'une réalité de ce PSG, de ce groupe actuel, et qu'il n'y ait pas de solution miracle, malheureusement. Après, est-ce que la genèse de tout ça, c'est pas effectivement l'été 2017, Yacine, où on allume la Tour Eiffel pour un joueur? Cet été, on voit des interventions d'hommes politiques pour simplement maintenir pour simplement qu'un joueur français reste dans le club, en l'occurrence Kylian Mbappé, même si encore une fois, on était tous ravis, étant donné tout ce que Mbappé a apporté depuis qu'il est là, on était ravis qu'il prolonge, mais aujourd'hui, peut-être qu'on se dit, finalement, si la finalité c'est ça, est-ce que vraiment, et c'est aussi la vision du foot des Qataris, Yacine, c'est ça, c'est-à-dire que tous les clubs mettent de l'argent, c'est pas que le Qatar, hein. Tous les gros clubs européens mettent des gros moyens, payent les joueurs très très bien. Je parle pas uniquement d'argent, mais quand tu vois le foot que sur le prisme de je te donne un bon salaire si tu viens chez nous, je te donne tous les avantages que tu veux, j'accepte toutes tes demandes juste parce que je veux que tu joues au PSG, et que le côté sportif finalement, on va dire, on va mettre un coach qui va accepter tout ça.
un homme politique. On l'a dit souvent. Hein, les coachs aujourd'hui au PSG, voilà, c'est des diplomates, c'est des hommes politiques, c'est ce que tu veux. Mais finalement, c'est tout sauf des coachs. Et du côté et du coup, le côté sportif, Yacine, il est laissé quasiment, je dis pas à l'abandon, j'exagère volontairement, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, de toute façon, ça rejoint ce qu'on dit depuis maintenant des mois, voire des années. Et juste pour finir, hein, je dis ça par rapport à ce que disait Nico sur le fait, par exemple, qu'à City, il n'y a personne au-dessus du groupe, qu'au Bayern, c'est pareil. Et pourtant, il y a des vrais collectifs. Liverpool, c'est la même chose. Oh non, mais bien sûr, mais ça rejoint ce qu'on dit, c'est-à-dire que tu as les trois de devant qui déjà ont un statut particulier et qui t'obligent à ça. Tu vois, par exemple, là, après la prestation de ce week-end, il y a Benfica. Et tu pourrais très bien te dire, tiens, le coach, il va peut-être faire un ou deux choix, mais en fait, on sait très bien que c'est pas possible. C'est-à-dire que tu vois Galtier mettre, par exemple, Mbappé remplaçant contre Benfica. Mais même pas en rêve. Donc, le problème des statuts que tu as donné aux joueurs, et on y reviendra bien plus profondément après sur Mbappé. Mais en fait, c'est toi qui as cherché ça. Et tu vois ce qu'on dit sur les comportements des joueurs qui pensent finalement que ils jouent parce que c'est Reims, parce que c'est avant Benfica, mais que ça ne changera rien à leur statut. Mais en vérité, même si encore une fois, je ne le tolère pas parce que tu es très bien payé, que c'est ton métier, mais en fait, on a ce qu'on a vu avec Draxler, etc. En gros, de toute façon, je pourrais faire le meilleur match du monde. De toute façon, dans la semaine prochaine, je ne rejouerai pas. Donc, puisque je vais me prendre la tête, après, c'est un état d'esprit. Hein. Mais comme le dit Nico, j'ai l'impression, moi aussi, que c'est un état d'esprit qu'on acquiert beaucoup plus facilement au PSG qu'ailleurs. Après, cette situation, elle date pas que de 2017, en fait, Mousse, parce que le tapis rouge aux joueurs, depuis que les Qataris sont arrivés, on l'a quasiment tout le temps vu. Quand Ibrahimovic arrive, on sent qu'il a le club à ses pieds. Ouais, mais Nico, Écoute, attends. Sauf que à cette époque-là, dans le vestiaire, tu as des vrais cadres. Voilà, tu as des vrais caractères, tu as des vrais capitaines. Tu mets un mec comme Ibra dans l'effectif actuel, il ne te perd pas des comportements. On a perdu. Alors, Nico, ça a coupé. Si tu peux reprendre, ça a coupé de 10 secondes à peu près. Ouais, c'est bon, tu es là. Donc, oui, tu avais dans le vestiaire avec les Thiago Motta, avec les Ibra, tu avais des mecs qui n'acceptaient pas ce genre de comportement. Et qui, derrière eux, c'était effectivement des mecs pour qui le club s'était mis à genoux. Enfin, il a eu le Trocadéro quand même, Ibra. C'est pas non plus anodin, quoi. Une présentation au Trocadéro pour un joueur de foot, c'est pas tous les jours. Sauf que Ibra, derrière, il a un comportement qui fait que. Voilà. Ibra, il part faire de la pêche, il part chasser en Suède le lendemain d'un match ou la veille, je sais plus. Ça fait chier. Sauf que le lendemain, sur le terrain, il est irréprochable. Il a un niveau d'exigence avec lui-même, avec les autres, qui passe. Effectivement, après, quand tu vois aujourd'hui les mecs que tu as aujourd'hui avec leurs demandes, leur comportement, leurs exigences, et puis quand tu vois ce qu'ils te donnent sur le terrain, bah, y a un vrai décalage. Et effectivement, que derrière, ils n'entraînent pas les gens. Évidemment qu'un Draxler, à l'époque d'Ibra, Draxler, il faisait une entrée comme ça. Ibra, il l'attrapait dans la douche après le match. Je peux dire que le match d'après, Draxler, il rentrait 10 minutes, il faisait 8 km, quoi. Voilà. Donc, le PSG a accepté ça et s'est mis en difficulté parce qu'il a perdu des cadres et qu'il n'a pas su en trouver d'autres. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour Galtier, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement de son côté-là. Bah, du coup, tu vois, je voulais t'interrompre parce que pour dire exactement ce que tu viens de dire, donc finalement, nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que j'ai volontairement pris la date de 2017, parce qu'avant, effectivement, si on avait pu avoir accès au contrat de Zlatan Ibrahimovic, évidemment qu'il devait avoir des demandes folles, etc. Sauf que lui, sur le terrain, je dis pas qu'il était toujours irréprochable, mais en tout cas, il donnait toujours tout. Et en plus, il entraînait dans son sillage tous les joueurs. Un mec comme Matuidi l'avait souvent dit, il a beaucoup progressé aux côtés d'Ibrahimovic. Et Ibra, dans le vestiaire, il parlait aussi beaucoup aux jeunes. Alors parfois de manière assez violente. Je pense notamment à Baïbek, et il doit s'en souvenir, qui a passé des sales quarts d'heure dans le vestiaire avec Ibra, parce que Ibra considérait qu'il ne faisait pas assez pour être meilleur sur le terrain. Et quand je dis pas assez, c'est aux entraînements, c'est les entraînements invisibles, c'est à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu pars, en sachant ce que lui faisait. Et c'est souvent malheureusement les joueurs formés en France, hein, les joueurs français, qui n'ont pas cette mentalité. Pas tous évidemment, ne me tombez pas dessus, mais c'est le cas aussi. Un mot sur l'arbitrage quand même, plusieurs mots même si vous le souhaitez, parce que ce qui s'est passé, le fait de jeu avec le carton rouge attribué à Sergio Ramos, pour semble-t-il, d'abord il prend d'abord un carton jaune, hein, Yacine, c'est bien ça.
ou une faute. Ensuite, il va contester l'arbitre et s'échappe de sa bouche une insulte en espagnol que je ne répéterai pas ici, que l'arbitre a entendu et il décide de lui mettre un rouge direct. Et on a l'impression que tout ce qui se passe derrière, la nervosité qu'il y avait déjà eu en première mi-temps un petit peu quand même, ça découle de tout ça. Donc on va parler aussi un peu de l'arbitrage. Et c'est l'arbitre, tu me l'avais dit, Yacine, moi je ne l'avais pas relevé, qui avait déjà mis, je crois, tu me diras le match. 4 cartons rouges. Vas-y, tu as la parole. 4 cartons rouges lors de Metz-Guingamp. Bon, écoute, moi sur cet épisode, il y a plein de choses. Mais il va falloir juste se placer un peu de tous les côtés parce que c'est trop facile de dire c'est l'arbitre ou ce sont les joueurs ou ceci, cela. La première chose, c'est qu'on peut quand même déjà se demander qu'est-ce qu'un arbitre qui a mis 4 cartons rouges dans un match avec des cartons rouges complètement ridicules. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est pas de mettre 4 cartons rouges. Si c'est 4 cartons rouges après 4 attentats et qui sont mérités, bien sûr que tu as fait ton travail. Donc, un arbitre qui a mis 4 cartons rouges dans un match de Ligue 2, qu'est-ce qu'il fout en Ligue 1 ? Et là, je dis en Ligue 1, c'est pas le match du PSG. Il aurait arbitré Lorient-Toulouse, ça aurait été pareil pour moi. Qu'est-ce que tu fais là alors que déjà, tu as fait n'importe quoi dans un match de Ligue 2 ? La deuxième chose, c'est l'attitude. L'attitude qu'il avait quand il siffle une faute, quand il s'adresse aux joueurs. Je répète ce que j'ai dit 1000 fois. Évidemment que les arbitres doivent être protégés. Évidemment qu'ils peuvent se tromper comme tout le monde. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, il y a une attitude qui est quand même très différente entre les arbitres de Ligue 1 et par exemple l'Angleterre. En Angleterre, vous voyez, les arbitres, ils appellent le joueur avec plutôt du calme. Le carton, il n'est pas brandi comme si tu lui mettais une gifle, genre tiens, prends ça et ferme ta bouche. Non, voilà, on t'explique la faute, machin. On te met le carton, tout le monde redescend un peu. Vous voyez jamais de trucs comme on voit en France parce qu'il y a une attitude qui est différente. C'est presque limite, l'arbitre te dit, voilà, c'est ma décision, elle est comme ça, mais tranquille, voilà, il n'y a pas de problème. Il y a une attitude des arbitres français qui est insupportable. Et tu peux rien leur dire, et tu peux pas parler, et tu peux, voilà, et ils ont raison. Et je parle de lui, mais le Texier, c'est pareil. Enfin, il y a un tas d'arbitres, c'est une catastrophe. Et le quatrième arbitre, j'ai oublié son nom hier, mais quand tu as un mauvais arbitre sur le terrain, mais qu'en plus le quatrième, c'est une catastrophe, évidemment qu'il n'y a rien qui va aller pour améliorer l'atmosphère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'attitude des Parisiens. Évidemment que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans des matchs compliqués. Ça veut dire que ce n'est pas anodin ce qui se passe. Donc là, on parle de la gestion des émotions, hein, Yacine. Ouais. Ce n'est pas juste un pétage de plomb parce que cet arbitre est mauvais. C'est arriver au PSG dans plein de matchs et dans plein de matchs où soit tu es mené, soit il y a 0-0 et que tu te fais rentrer dedans. Et là, tu réagis mal à chaque fois. Et le problème, c'est que par exemple, Sergio Ramos, on nous dit c'est un leader. Hier, j'écoutais un peu Canal. Ouais, c'est pas normal que ça vienne de lui. Mais en fait, si, c'est juste normal. Quand reprenez sa carrière, arrêtez de faire semblant d'être surpris de ce qui se passe avec Sergio Ramos. Il en a son 28e carton rouge. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous le faire passer pour le mec qui a de l'expérience, qui sait se contenir. C'est des conneries, ça. Il a toujours été comme ça. Donc, là, voilà. Le problème, c'est que c'est quelque chose de récurrent. Est-ce qu'à ce moment-là du match, il y a besoin, même s'il n'y a pas faute, parce que moi, j'ai revu l'action et je continue de dire qu'il n'y a pas faute, est-ce qu'il y a besoin de péter les plombs comme ça? Non, il n'y a pas besoin. Voilà. Et ça aussi, ça doit être quelque chose que tu dois gérer. Il y a 0-0, tu es frustré et tout ça, mais tu ne peux pas craquer comme ça. Et puis, la dernière chose, c'est qu'en fait, il y a une deuxième mi-temps où, déjà, je vais reprendre la séquence parce que l'arbitre, il n'a rien fait en fait pour calmer le match. Il y a 4 fautes de Reims en 30 secondes, en début de deuxième mi-temps. 4 fautes consécutives en 30 secondes. Il ne met pas un carton, pas un avertissement verbal. Et dans les 4 fautes, il y a un joueur qui fait 2 fautes. 2 fautes lui-même. Il ne prend rien du tout. Mais évidemment qu'on est obligé à un moment donné de comprendre la frustration des Parisiens, de se dire, en fait, il se fout de notre gueule, quoi. En fait, il veut juste nous allumer, c'est pas possible. Nous, on fait 4 fautes et demie, on prend 4 jaunes et un rouge. Eux, ils font 20 fautes, ils prennent 2 jaunes. Ils se foutent de notre gueule. Alors, juste pour la stat, effectivement, le Reims prend 2 jaunes, le PSG prend 5 jaunes et évidemment le rouge de Ramos. Mais est-ce que dans la tête de certains arbitres de Ligue 1, ils se disent c'est le PSG, ils pensent que c'est des divas, c'est des stars, nous on va pas se laisser faire et du coup inconsciemment ils disent s'ils sont pas contents, moi j'ai pas peur de me les faire et j'ai pas peur de les expulser. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Et après tu réagiras. Mais évidemment qu'il y a de ça. C'est-à-dire en gros moi Sergio Ramos ou pas Sergio Ramos, il dit une insulte, je lui mets rouge direct.
Moi, encore une fois, et je vais le dire clairement, bien sûr que c'est culturel dans son pays. Est-ce qu'un arbitre français, il doit se dire, ah ok, alors lui c'est un Espagnol, chez lui ça se dit, donc je ne mets pas, mais lui c'est une insulte, c'est une vraie insulte dans son pays, donc là je mets. Est-ce qu'il doit s'adapter? Moi je dis, il n'y a pas de problème, il y a une insulte, tu prends. Par contre, j'espère que ce sera partout pareil, parce que le nombre d'insultes qui sont dites par les joueurs à chaque match, et vous pouvez lire sur les lèvres, parce qu'en plus là on parle français, donc vous pouvez tous lire, des insultes très violentes sur les parents, etc., qui sont dites à chaque match. Les pauvres mamans, Yacine, les pauvres mamans prennent beaucoup sur le terrain, c'est vrai. Mais en fait, moi, ok, il n'y a pas de problème, je comprends, et vous avez le droit, mais faites-le tout le temps. Pourquoi ce match-là? Pourquoi Ramos? Pourquoi pas Ramos? Pourquoi le PSG? Pourquoi dans d'autres matchs on tolère? Pourquoi on fait semblant de ne pas avoir entendu? Voilà, la dernière chose, je termine là-dessus sur les arbitres. Évidemment que moi, je milite pour que les arbitres aient un micro, qu'on entende tout ce qui se dit. Ouais. Comme ça, vous allez arrêter de nous emmerder et de raconter des conneries. Voilà. On va entendre et c'est tout. Parce que là, c'est trop facile, les arbitres, parce que vous savez quand même que tout ce qui est dit dans les micros, c'est enregistré. Mais pourquoi la DTN de l'arbitrage, elle passe jamais des trucs comme ça? C'est ça qui nous intéresse. Il a pris rouge. S'il a dit une insulte, pas de problème. Mais vous ne pouvez pas d'un côté le masquer, l'autre machin, et en plus l'attitude des arbitres. Bref, voilà. Moi, je pense qu'il faut condamner ça, mais il faut mettre tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les Parisiens qui sont des emmerdeurs, ce n'est pas juste l'arbitre qui a été nul, c'est tout le monde qui a été horrible. Voilà, c'est tout le monde qui a été dégueulasse. Yacine, on dit arrêtez de nous embêter, s'il te plaît. Hein. Sinon, on va encore se faire reprendre. Et ils ont tout à fait raison de nous reprendre, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. Il faut qu'on donne l'exemple. Voilà. Carton rouge direct. En direct. Tu sors 5 minutes. Nico, d'abord sur l'arbitrage français et cette espèce d'arrogance des arbitres qui ne date pas d'hier. Très bien connu, par exemple, pour les plus anciens, un arbitre comme Monsieur Vessière, dont tout le monde se rappelle sur le terrain. Et aussi après, Nico, sur la gestion des émotions, sur le fait que, Yacine le disait, hein, parfois, tu as un arbitre qui siffle faute, qui va pas mettre jaune, et puis tu as 3-4 Parisiens qui l'entourent, souvent Marco Verratti, il faut le dire. Neymar aussi a du mal avec les arbitres. Hier, c'était Sergio Ramos. Rappelez-vous, en début de saison, on parlait aussi de peut-être que ça serait bien d'avoir peut-être un psychologue ou quelque chose, un préparateur mental, pardon, pour ce genre de choses. Bon, on n'en a plus entendu parler. D'abord sur l'arbitrage et ensuite sur la gestion des émotions, Nico. Alors, moi déjà, ça m'embête quand on fait des débats comme ça sur les arbitres quand le PSG n'a pas gagné, parce qu'on va encore passer pour des rageux, alors que franchement, si le PSG hier gagne 1-0 à la 92e, le discours est exactement pareil. L'arbitre hier, c'est un cow-boy, on le connaît, on l'avait dit avant le match. Attention, c'est un cow-boy, il va falloir faire attention au carton. Et voilà, hein, monsieur, je ne sais même plus là, monsieur Cascouille, Gastouille, je ne sais plus comment il s'appelle lui, mais il nous a fait la spéciale. Il nous a fait la spéciale, à savoir que tu as un arbitre qui se sent supérieur aux autres, il se pense comme un élément central du match. Moi, on m'a toujours dit qu'un bon arbitre, c'est un arbitre qu'on ne voyait pas. Hier, on n'a vu que lui. Voilà, on n'a vu que lui. Alors, comme le dit Yacine, et là, pour le coup, il n'y a pas c'est pas le seul, mais effectivement, dans l'attitude, les arbitres ont un côté vraiment détestable dans la manière de s'approcher des joueurs dès qu'il y a une faute, d'invectiver, de sortir leur carton. Il y a un problème, effectivement, de dialogue, on ne peut rien leur dire. Alors, je ne pense pas aujourd'hui que l'arbitrage français puisse aller dans le bon sens en restant comme ça. Parce que c'est utopique d'imaginer que les joueurs ne viendront jamais parler avec un arbitre sur un terrain. On a tous joué au foot, on a tous contesté des décisions d'arbitre. Pour la plupart, alors, nous, je ne sais pas, mais Yacine et moi, on est bien élevés, et donc nous, on se comporte bien. Mais du coup, c'est humain d'aller parler à un arbitre. Et alors, effectivement, si tu vas sur un arbitre collé comme hier, Ramos, et moi, hier, le carton rouge de Ramos, même s'il n'y a pas d'insulte, il ne me choque pas parce que se retrouver à 5 autour d'un arbitre, à mettre son visage à 30 secondes du sien pour gueuler sur une décision, je pense que ce n'est pas une bonne attitude des Parisiens et que, évidemment, qu'ils sont également très condamnables et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais l'arbitre doit aussi accepter d'échanger. Et effectivement, que la sonorisation des arbitres, c'est une étape primordiale aujourd'hui si on veut améliorer un petit peu cet aspect du football. On ne peut pas… Parce que, tu vois, dès qu'il y a des expériences, la dernière sur Prime Video, je ne sais plus quel match c'était avec l'arbitre, je ne sais pas, je trouve que l'arbitre, il est…
Enfin, en tout cas, Pédagogue. sort. Pédagogue. Ouais, il est pédagogue, il est sympa, ils se font des petites blagues entre eux, et ça y va du monsieur machin, mais oui, Ouais. monsieur machin, mais n'inquiétez, tu vois, hier, le mec, c'est pas ça, hein. En gros, tu sens qu'il arrive, c'est Ramos, ta gueule, carton jaune, tu l'ouvres encore, carton rouge, quoi. En gros, pour résumer, c'est un peu ça. Et évidemment que ça contribue à un état d'esprit vraiment chiant sur le match. La fin de match hier, c'est la frustration du Paris, enfin, c'est la frustration des Parisiens sur le 0-0 sans doute. Mais hier, franchement, à la fin de match, les Rémois, ils sont excités aussi comme c'est pas permis. Oui, Et tout ça, c'est l'arbitrage. Tout ça, c'est l'arbitrage qui découle de ça. Parce que l'arbitre n'a pas tenu son match. Un match tenu, ça ne se passe pas, un truc comme ça en fin de match. Moi, j'ai été fasciné par la séquence où Neymar se fait prendre un petit coup par un Rémois. Les mecs, les deux, ils commencent à se foutre sur la gueule devant l'arbitre, qui dit rien. Il dit rien. Le jeu se poursuit. Et puis, une fois que Neymar et le Rémois se sont séparés, et ben l'ami Gastouille, Ouais, Gastouille, ouais. Gastouille. Déjà, quand tu t'appelles Gastouille, tu n'as pas le droit d'arbitrer, je suis désolé. Et ben l'ami Gastouille, il arrête le jeu, il nous fait chier 25 secondes en disant attention, c'est moi le patron, arrêtez de vous engueuler. Mais il fallait le faire avant. Quand il va voir Galtier à un moment, tu vois, c'est pas possible d'avoir des arbitres comme ça aujourd'hui. Ça contribue à la qualité d'un match de football, un arbitre, à la fluidité, Et hier, l'arbitre, évidemment qu'il est complètement impliqué dans le fait que ça a été un match horrible à regarder, vraiment. Après, sur la nervosité des Parisiens, c'est ce que je vous ai dit au début de match, les Parisiens, là-dessus, ils sont indéfendables, et c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, j'aime le comportement d'un Messi, qui, quand il se fait découper en deux, il se relève, il se replace, il gueule pas. Par contre, hier, les Ramos, les Hakimi, la rentrée d'Hakimi, franchement, mais Hakimi prenait un rouge hier, j'aurais applaudi dès demain parce que son entrée, elle est catastrophique. Nico, c'est limite pour Hakimi, hein, parce là, pour le coup, il y a un début de bagarre, ça chie non, pas mais c'est bien. honteux, Hakimi. Les deux, ils doivent être expulsés. Hakimi et le Rémois doivent se faire expulser. La faute de Mbappé, la dernière faute, c'est carton rouge 50 fois, les mecs. Elle est atroce, la faute. Verratti qui vient tout le temps parler. Il y a une manière de parler avec l'arbitre. Mais quand tu viens tout le temps à 10, à 4, à 5, comme ça au-dessus de l'arbitre, tu as même Donnarumma des fois qui arrivent. Les mecs, putain, au bout d'une demi-heure de jeu. Et surtout, Nico, tu as le capitaine qui est sur le terrain, qui est Marquinhos, et tu as l'impression qu'il. Enfin, dans ces moments-là, c'est quand même à lui aussi de prendre les gars, de les pousser, même leur dire non, les gars, arrêtez vos conneries, le match n'est pas fini. Et tu as l'impression que ce rôle-là, voilà, on l'a souvent dit, c'est un bon gars, Marquinhos, bon défenseur, quoique ces derniers temps, c'est un peu difficile. Mais dans ce rôle de capitaine, même dans ces moments-là, tu as l'impression de pas trop le voir, Nico. Marquinhos, c'est pas un capitaine, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je ne suis pas le seul, c'est pas un capitaine. Il n'a pas l'âme d'un capitaine, c'est pas un leader. C'est comme ça, ça ne s'invente pas d'être un leader de vestiaire sur le terrain. Tu as des joueurs, ils ont ça naturellement, et tu en as, ils ne l'auront jamais. Voilà, Marquinhos, c'est un très bon joueur, j'en doute pas, même si en ce moment, il est en légère crise de confiance. Alors toi, petite parenthèse sur Marquinhos, on parlait de prendre un psychologue au PSG. En fait, c'est pas au PSG qu'il faut prendre un psychologue. C'est chez Marquinhos qu'il faut mettre un psychologue. Parce que là, on est à 2 doigts de la non-assistance, ça passe en danger avec lui. Il va pas bien, Marquinhos, je vous le dis. Depuis Madrid, il ne va pas bien. Alors moi, je suis entraîneur du PSG. Dans le vestiaire, je lui enlève les lacets, je fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'objet coupant. Il va nous faire une connerie, Marquinhos, les gars. Il ne va pas bien. Donc, évidemment que Marquinhos, c'est pas un capitaine. Hier, dans les trucs, il est limite, il a peur de se faire engueuler par Verratti ou par Sergio Ramos dans l'incident. Et à la fin, il ne s'approche pas, il a peur qu'Hakimi lui mette une baigne aussi. Évidemment que Marquinhos, ce n'est pas un capitaine dans ces moments-là. Et encore une fois, je vais reparler d'Ibra, mais putain, quand il y avait des trucs comme ça, tu avais Ibra au milieu qui dépassait de 3 têtes de tout le monde. Et Ibra, il disait stop, ils repartaient tous la tête basse et c'était stop. Marquinhos, hier, si tu veux. Mais Marquinhos, il ne peut rien dire de toute façon en ce moment. Tu es un capitaine quand tu es exemplaire, quand tu es irréprochable. Marquinhos, j'adore, c'est un très bon joueur. En ce moment, Marquinhos ne va pas bien. Donc, évidemment que Marquinhos, sur lequel son brassard, c'est aussi un problème actuellement. Si tu as un capitaine fort, tu peux aussi espérer ça. Moi, honnêtement, je suis capitaine du PSG avec une légitimité et je vois le match de certains joueurs, leur comportement sur le terrain, mais je pète un boulon. Mais dans les vestiaires à la mi-temps, mais les mecs, je les attrape contre un mur et je les pourris. Là, Marquinhos, tu as l'impression que tu ne peux rien dire. Donc, évidemment que c'est un problème. Mais pour revenir sur le débat du débat, le caractère des Parisiens dans ce genre de match où ils sont un peu accrochés, mais c'est insupportable. Moi, je suis supporter du PSG. Déjà, je n'arrive pas à les supporter. Donc, j'imagine les supporters adverses. Mais évidemment qu'ils se foutent de leur gueule et qu'ils ont raison. Là, moi, depuis hier, les Marseillais qui me tombent dessus, mais je me marre avec eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Les mecs, à 0-0 au bout d'une demi-heure de jeu, ils prennent 2 coups dans la cheville, ils se mettent à chialer comme des gamins de 8 ans. Putain, mais je joue au football, quoi.
Tu es au PSG, rentre dans Reims, étoufflé pendant une demi-heure, montre-leur que toi, tu es joueur du PSG, mets-leur 3 buts, et puis les Rémois, ils vont plus mettre de coups, ils vont baisser la tête pendant une heure, et puis ils vont juste attendre la fin du match pour pas prendre une fessée, tu vois. Au lieu de ça, tu laisses à l'adversaire la possibilité de te rentrer dedans, et les Parisiens, on n'a pas le droit de leur rentrer dedans. Voilà. Moi, je suis Mbappé, on n'a pas le droit de me toucher. Ah non, je suis Mbappé. Ben voilà, on revient sur les divas. Des feignasses divas. Si on gagne la Ligue des Champions avec des feignasses divas, les mecs, je paierai ma tournée. Alors, pas tous les éditeurs du podcast parce que je n'ai pas les moyens, mais au moins, du moins, l'équipe Paris United. C'est pas possible d'avoir un comportement comme ça sur un terrain. C'est pas possible. Mais tu sais que les feignasses divas, ça peut être le titre de ton prochain one-man show. Hein. Je pense qu'il y a matière quand même. Il y a matière. Juste le nom de l'arbitre. vas-y. Le nom de l'arbitre, c'est Gayoust. Gayoust. Non, mais comme ça, on le dit bien. Parce que... Oui, parce que alors oui, on va ne pas la famille, les vêtements et les noms de famille. Non, mais voilà. Gastouille, ça lui allait, c'était pas loin. Gayoust, Gastouille, j'étais pas loin. Un dernier mot, Yacine. Toi, en tant que coach, justement, c'est intéressant aussi d'avoir ton avis là-dessus. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ce genre de quand tu étais coach sur un banc avec des débordements, mais alors même si c'est pas évidemment, on va pas comparer le monde professionnel et les jeunes, même si c'est des U16, U17, ce que tu veux, mais qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut dire Galtier? Est-ce que vraiment il faut vraiment s'attacher les services d'un préparateur mental et vraiment travailler là-dessus, ou est-ce que Galtier aussi doit taper du poing sur la table en disant ça suffit, c'est des coups à perdre un match parce que vous avez perdu la raison et que vous êtes emporté face à un arbitre qui est, comme tu l'as dit, qui a déjà la réputation d'un cow-boy. C'est quoi concrètement la solution, Yacine? Le préparateur mental, moi, je continue de dire que de toute façon, il est indispensable à cette équipe. Donc, voilà, on va pas en parler 2 heures, mais bien sûr qu'il est indispensable pour plein de domaines. La gestion des matchs, la gestion des émotions et tout ce qui va avec ce qui se passe autour du PSG. Maintenant, tu vois, par exemple, hier, quand il y a la première embrouille. Alors, Hakimi, je n'ai pas compris. Il rentre déjà tard dans le match. Première action, il est bouillant. Ben, tu veux que je te dise? Mais moi, si je suis Galtier, ben, j'avais fait que 3 changements. Mais je sors Hakimi. Voilà, je le remplace tout de suite. Attends, tu viens de rentrer et le match, il est déjà catastrophique. C'est la merde. On est à 10. Et toi, tu trouves rien d'autre à faire qu'aller t'embrouiller, à mettre des coups, à pousser les… Écoute, viens. Vas-y, va faire un tour à la douche. Je vais faire rentrer Zahir Emery et on va au moins finir à 10. Le message, il est clair. Voilà. Mais ça, Yacine, tu vois, regarde, excuse-moi, Yacine, ça, toi, même à la mi-temps, tu es à 10. À la mi-temps, tu es obligé de sortir Verratti, qui est sur le papier le joueur qui, quand même, va t'aider à garder le ballon. Ouais. Mais tu sais que si tu ne le sors pas, il va se faire expulser. C'est grave quand même, tu vois. C'est ton meilleur joueur à 10, c'est ton meilleur joueur, à mon avis, Verratti. Mais si tu le laisses, tu sais que tu vas finir à 9. C'est dramatique. Mais tu vois, j'allais dire ça. J'allais dire que, évidemment, que ce n'est pas normal, mais la réaction de Galtier, alors, je ne sais pas si ça va être attaque sur Galtier, mais le fait que Campos soit descendu, et on l'a vu par la Verratti juste avant de rentrer au vestiaire. Est-ce que ce n'est pas Campos qui dit à Galtier sors-le parce qu'on va finir à 9? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pris la décision et Verratti n'est pas revenu. Et bien sûr que ce que dit Nico, c'est vrai, ce n'est pas normal. Mais au moins, la réaction de Galtier, elle est bonne. C'est-à-dire, bon, ok, ça va être mon meilleur joueur, j'ai besoin de lui, mais là, je ne peux pas prendre le risque. On est déjà à 10, on n'est pas bon. Si en plus, dans 3 minutes, à la 48e, on est déjà à 9, ça va être très compliqué. Donc voilà, il n'y a que comme ça. C'est-à-dire que quand je vous dis stop, c'est stop. La frustration, tout ça, ok, pas de problème, mais stop. Et Hakimi, je vous le dis, il doit ressortir au bout d'1 minute. Voilà. Tu n'es pas capable de gérer. Je te fais rentrer pour tenir un peu le ballon, amener quelque chose, déjà à la 88e, mais en plus, à la 89e, tu es déjà à 2 doigts de prendre un rouge. Parce que je vous dis franchement, si vous revoyez bien la scène, il doit y avoir 3 rouges sur cette première échauffourée. Il doit y avoir 3 rouges parce que pour ceux qui ont vu, Mbappé, je pense qu'il met une droite à un mec au milieu du truc. Franchement, c'est une catastrophe. Donc, voilà, tu dois prendre des décisions fortes. Et les décisions fortes, c'est de sortir le mec qui est le plus nerveux à ce moment-là pour envoyer un message genre en gros, vous arrêtez tout de suite les conneries. Voilà. La transition est toute faite, messieurs, puisque c'est le dernier sujet du podcast. C'est évidemment le cas Kylian Mbappé. On va parler de son attitude sur le terrain, évidemment, mais surtout de ce qui s'est passé après. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours lié aux réseaux sociaux. Pour vous mettre dans le contexte, donc il fait un très mauvais match. Mbappé, évidemment, il perd beaucoup de duels, mauvais choix. Ça, on commence à être habitué quand il n'est pas bien et quand il boude. En général, il fait pas des bons matchs. Et c'est vrai que ça commence à durer depuis un certain moment. Mais le pire, messieurs,
le message qu'il envoie après la rencontre sur son compte Instagram. Donc, il met une photo de lui avec un message match nul, hashtag pivot gang. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, il avait déjà eu cette sortie sur le pivot lorsqu'il était en équipe de France, qu'on l'avait interrogé on lui a demandé s'il était heureux de rejoindre l'équipe de France. Il avait dit oui, je suis toujours très heureux de joindre l'équipe de France. Déjà parce que j'ai pas on me demande pas la même chose qu'au PSG. Là, il y a un pivot, il y a Olivier Giroud. Olivier Giroud, dont il avait dit en 2020 qu'ils n'avaient pas forcément d'affinité pour jouer avec lui. C'est peut-être pour ça qu'il lui donnait pas trop de ballon. Donc, il y a un peu de contradiction aussi dans son message. Mais globalement, ce dont je voulais vous parler, et je veux vos avis, et soyez francs et honnêtes, là-dessus, j'ai pas de doute. Moi, j'ai l'impression, messieurs, que depuis un certain temps, tous les messages qu'envoie Kylian Mbappé, que ce soit dans la presse, sur les réseaux, etc., évidemment que c'est pour signifier qu'il n'est pas content du mercato, qu'on lui a sans doute promis. Mais est-ce que déjà, là, comment on peut promettre une chose à un joueur? Déjà, là, c'est une erreur. Et puis, j'en discutais il y a à peu près un mois avec Yacine, et je disais, Yass, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer sa sortie, Mbappé? En se disant, voilà, je vais encore vivre une saison galère, je vais envoyer des messages, et puis si rien ne bouge, eh ben, l'été prochain, je me barre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Alors, je vais d'abord donner la parole à Nico sur son attitude, sur le terrain, et sur les petits messages qu'il distille à droite à gauche pour se faire entendre. Écoute, s'il avait prévu de faire la gueule comme ça jusqu'à la fin de la saison, qu'il n'attende pas le mois de juin pour se barrer en fait. Qu'il se barre là au mois de janvier, il y a une fête de mercato qui s'ouvre, il n'y a aucun problème, personne ne va le regretter, quoi. Mbappé, les mecs, ils boudent. Ils boudent. Putain, 130 millions par an, le mec boude. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Il est payé pour jouer au foot, le mec boude sur un terrain de foot en touchant 130 millions d'euros par an. Non mais on est où là? Donc évidemment qu'Mbappé, c'est un problème actuellement. Alors, son histoire de pivot de mes deux, là, franchement, ça me rend dingue parce que l'an dernier, il était où le pivot? Doucement. Non, je vais descendre, t'inquiète pas. Il était où le pivot l'an dernier au PSG? Ouais. T'as réclamé un carton, Yacine, hein, c'est toi qui vas prendre un carton jaune. Non, parce que moi, je veux de la justice. Monsieur Gastouille, je me rappelle plus son nom. Carton jaune, monsieur Gastouille. Mais j'ai pris rouge. Alors, tu peux pas parler. Alors, tu coupes ton micro. Ah, putain, c'est un striker, on dirait bientôt. Non, mais évidemment que c'est un problème. Le mec se plaint de jouer pivot. Déjà, on ne lui demande même pas de jouer pivot. Celui qui a vu le match hier me dit à quel moment Mbappé était un pivot dans cette rencontre. Mais jamais. En plus, l'an dernier, est-ce qu'il était pivot Mbappé? Il jouait dans l'axe. Est-ce que Mbappé était pivot? Non. Enfin, ils ont une liberté totale, les trois de devant. Ils vont dans tous les sens. Et là, on a l'impression qu'en fait, il boude parce qu'il a le sentiment que celui qui lui a pris sa place, c'est Neymar sur le côté gauche. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité du truc. On est dans une cour de récréation. Voilà, on retourne encore une fois à l'école primaire. Donc Mbappé, en plus, qui n'est pas capable de faire une course défensive de 23 cm, va réclamer de jouer dans un couloir gauche où il va encore une fois jamais défendre. Et là, donc, il fait la gueule. Sauf que moi, je veux bien qu'on m'explique toutes les considérations tactiques, mais tous les duels qu'il perd face au gardien depuis le début de la saison, je ne pense pas que c'est son placement, parce que ça commence à faire long, la liste des duels perdus. Il y a une efficacité aujourd'hui qui est très, très faible chez Mbappé. Les dribbles tentés, on retourne sur le Mbappé qu'on a connu dans ses plus mauvaises heures, à savoir que je prends le ballon à 40 mètres de ma cage et je suis capable de dribbler 5 mecs pour aller au but. Bah non, tout le monde ne s'appelle pas Messi et Mbappé ne s'appellera jamais Messi, malheureusement pour lui. Et aujourd'hui, il est en train, encore une fois, de prendre le club et l'équipe en otage. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas dans quelles conditions sa prolongation a eu lieu. J'avais dit au mois de mars, avril, que se mettre à genoux sur un joueur, c'était la dernière chose. Enfin, je ne comprenais pas cette politique et que Mbappé, s'il voulait se casser, il fallait qu'il se casse et qu'il n'y avait aucun problème avec ça. On se quitterait bons amis et qu'on le remercierait pour ces 5 années. Sauf que visiblement, encore une fois, effectivement, le club a fait n'importe quoi dans la gestion d'une de ses stars. Aujourd'hui, Mbappé a le sentiment d'être au-dessus de tout le monde. Mbappé a le sentiment qu'il doit tirer tous les pénaltys. Il a le sentiment que c'est lui qui doit tirer les coups francs. C'est lui qui doit briller. Il ne supporte pas que Messi et Neymar soient meilleurs que lui en ses débuts de saison. Il engueule tout le monde et que la passe n'est pas idéalement faite dans ses pieds. Il ne se replace jamais pour récupérer un ballon une fois qu'il l'a perdu. Il déséquilibre le bloc. On peut en faire comme ça une liste pendant 5 minutes de tous les défauts de Mbappé. Mais on ne peut pas toucher Mbappé. Voilà. Et aujourd'hui, là, sur Twitter, dès que vous dites Mbappé, il fait chier, vous en prenez plein la gueule parce qu'il a porté l'équipe l'an dernier. Donc, c'est Jésus-Christ est de retour, les amis. Nous avons. Alors, ça, Nico, tu as totalement raison dessus. Ça devient insupportable, le joueurisme, ce nouveau mot. Mais c'est totalement ça. C'est-à-dire que l'argument des gars, quand tu dis Mbappé, il a fait un mauvais match, ou tu critiques,
Ah ouais, mais l'année dernière, vous étiez bien content de l'avoir. Je rappelle juste qu'il faisait juste son travail. Donc, on va le remercier de faire son travail. Il est payé pour faire ça. Il l'a très bien fait et on l'a tous encensé. Mais c'est pas le cas dans ce début de saison. Arrêtez avec cet argument, c'est bidon. Vas-y, Nico. Donc après, juste pour mettre les choses au clair, que Mbappé soit moins bon en ce moment, qu'il ait moins de réussite devant lui, il n'y a aucun problème. Ça arrive à tous les attaquants. Mbappé ne va pas marquer des triplés à chaque match. Qu'il soit moins bien, il n'y a aucun problème, ça arrive. Par contre, l'attitude, et C'est ça. avant de libérer le cheval de course Yacine sur le sujet, je vais terminer, mais l'attitude… Est-ce que tu as ton parapluie, Nico? Tu as ton parapluie? Non, mais j'ai un casque, je crois que je le retrouve, j'ai un vieux casque en fer, un truc de la guerre. Faut que je le retrouve, je sais pas où il est. Mais non, mais cette attitude-là. Et moi, supporter du PSG, je ne comprends pas que l'on puisse trouver des excuses à l'attitude de Mbappé. Je ne comprends pas. On peut adorer un joueur, il n'y a aucun souci, on peut même aduler un joueur, mais avant tout, on est supporter d'un club et je ne vois pas comment aujourd'hui on peut trouver des circonstances atténuantes. Alors là, on nous explique que on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues au mercato. Donc, il peut faire la gueule. OK, d'accord. On lui a dit qu'il allait jouer à tel poste, mais finalement, il ne joue pas à tel poste. Donc, il peut faire la gueule. Ah bah d'accord, OK. Donc, en gros, on est en train de nous dire en toute tranquillité que Mbappé a les pleins pouvoirs au PSG, qu'il décide de tout, que Galtier n'a aucun pouvoir de décision sur lui, que la direction, le directeur sportif non plus, que tous les joueurs du PSG sont à son service et que donc, en gros, taisez-vous, faites briller Mbappé parce qu'on lui a promis qu'il allait briller et que c'est comme ça que ça doit se passer. Bah, écoutez, moi, je vous dis, ce que fait Mbappé actuellement, c'est honteux. Pas parce qu'il ne marque pas de but ou parce qu'il est moins bon, mais parce que son attitude, elle est juste déplorable. Et que je redis que s'il n'est pas content de ce qui se passe actuellement au PSG, il ne fallait pas prolonger. Et maintenant que c'est fait, eh ben, il faut qu'il parte. Voilà, qu'il parte cet été. On lui dira encore une fois bonne carrière, bonne suite. Mais ce qu'il fait là, il va falloir que ça s'arrête très vite parce que moi, je ne supporte pas de voir ça. Et j'ai fini. Une dernière chose, Nico, parce qu'après, je vais pouvoir laisser. Non, moi, je veux que tu réagisses à quelque chose parce que Yacine, pareil, il réagira dessus. Il y a beaucoup de comparaisons en ce moment entre Haaland, qui vient de signer à City, et Mbappé. Beaucoup pensent que aussi l'attitude d'Mbappé, c'est aussi parce que aujourd'hui la lumière elle est mise et à juste titre, hein, parce il fait un début de saison incroyable Haaland à City et c'est pas facile d'arriver dans un club qui est coaché par Guardiola, digérer les préceptes de Guardiola tout de suite. C'est quelqu'un qui a priori un bon comportement Haaland dans une équipe où effectivement il y a aucune star au-dessus de l'autre. Moi, je voulais juste ton sentiment là-dessus, Nicolas. Est-ce que selon toi, c'est bidon cet argument? Ça ne veut absolument rien dire. C'est pas lié au fait qu'Mbappé fasse la gueule. Ou tout de même, il y a les égos, il y a la rivalité, il y a les. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a une rivalité déjà comme ça avec Haaland. Ce qui est sûr, c'est que la comparaison, elle existe et que je suis pour le coup persuadé qu'il est en train de se dire, vu ce que fait Haaland actuellement, s'il gagne en plus la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, c'est encore une année où je ne l'aurai pas. Ça, c'est évident qu'il pense qu'à ses stats personnels. Mais ça, c'est le drame du foot moderne. Il n'y a pas que Mbappé. C'est les mecs qui pensent qu'à leur gueule. Et Mbappé, moi, je vous le dis, il ne pense qu'à sa gueule. Aujourd'hui, il ne boude pas parce que le PSG joue mal. Il boude parce que lui ne marque pas des buts. C'est tout. C'est pas autre chose. Le match d'hier, s'il marque 2 buts, mais que le PSG fait 2-2, vous croyez qu'il met un message comme ça sur les réseaux sociaux en se plaignant? Évidemment que non. Évidemment que non. Et en comparaison avec, alors, parce que la comparaison, elle va être évidemment de plus en plus présente, mais ce que fait Haaland à City, en fait, Haaland, il fait ce que fait tous les joueurs de Manchester City. C'est un joueur qui s'est complètement intégré dans un collectif. Et quand vous voyez Guardiola, comment il pourrit des fois des mecs comme De Bruyne, comme n'importe quel joueur, il n'y a pas de statut, en fait, encore une fois, à City. Guardiola, tu lui casses les couilles, je peux dire que le match d'après, tu ne joues pas. À Haaland, il a un comportement collectif. Et d'ailleurs, il le dit dans tous ses déclats. Hein. C'est pas moi, hein. Il parle de l'équipe, hein. Il parle de nous. Voilà. Mbappé, quand il parle, c'est moi, c'est je. Voilà. Évidemment qu'il y a une différence de ce côté-là. Mais après, s'il fait la gueule parce que Haaland marque des buts, alors là, c'est même plus un abruti. Là. On est en train de passer à l'étage du dessus. Je ne sais même pas comment ça pourrait s'appeler. Si c'est ça, c'est au secours. Non, mais au secours. Mais c'est possible. Et en plus, Haaland performe dans, entre guillemets, le meilleur championnat d'Europe. Donc, effectivement, la lumière aujourd'hui, elle est sur lui parce que chaque week-end, c'est des triplés, c'est des doublés, c'est du bon comportement, c'est de l'altruisme. Ce qu'on ne voit pas forcément chez Kylian Mbappé en Ligue 1. Alors, place à Coach Yacine qui a beaucoup de choses à dire.
Je ne vais plus t'interrompre jusqu'à la fin du podcast. C'est ta minute, Yass. Fais-toi plaisir. Je ne sais même plus par quoi commencer parce qu'il y a tellement de choses en fait. La première, c'est que je reviens vite fait. Les promesses, s'il y a cru, c'est qu'il vient d'arriver dans le foot. Je ne crois pas que ce soit le cas. Donc déjà, j'arrive pas, je vois pas le délire. La deuxième chose, c'est que et apparemment, il réclamait de l'exigence, des comportements, un collectif. Mais en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était 10 larbins à son service pour marquer ses 40 buts. C'est pas une équipe qui veut. C'est des conneries. Puisque depuis le début de saison, quand Neymar et Messi étaient bons, que le collectif tenait la route, tu t'avais ce que tu demandais, non? Donc, en fait, lui, il voulait 10 larbins qui lui donnent les ballons pour aller marquer ses 40 buts. Voilà. Donc, il ne veut pas un collectif. Il n'en a rien à foutre. Et moi, je vous le dis, comme je l'avais dit à l'époque des dirigeants, si vous leur dites, vous ne gagnez pas la Ligue des Champions avec l'effectif que vous avez, le développement marketing, etc. Ou vous gagnez la Ligue des Champions, par contre, il va falloir acheter des joueurs moins bling-bling. Vous prenez l'équipe de Chelsea, ils vous diront non, mais laisse tomber, on ne gagne pas la Ligue des Champions. Ben, moi, je vous le dis, Mbappé, si vous lui dites aujourd'hui, est-ce que tu veux gagner la Ligue des Champions et marquer que 15 buts cette saison ou marquer 40 buts et pas gagner la Ligue des Champions, je vous le signe tout de suite qu'il ne veut pas gagner la Ligue des Champions, il n'en a rien à foutre. Voilà, que ce soit clair. Ensuite, sur le comportement sur le terrain. Alors déjà, il y a un truc. Et un jour, j'aimerais tellement être dans le vestiaire du PSG et leur demander, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont dans le slip. Parce que le mec qui lève les mains, à un moment donné, Mukele, il fait une frappe. Mbappé, il tourne le dos à Mukele, il lève les mains, genre en gros, regardez-moi bien, mais qu'est-ce que c'est que cette frappe de merde? Pourquoi il ne me donne pas le ballon? Mais écoute-moi. Mais vaut mieux. Moi, je sais pourquoi j'ai jamais joué à ce niveau-là, de toute façon. C'était nul. Impossible. Dis la vérité. C'était pas une histoire de croisée, hein. Déjà. Mais il y a bagarre directe. Mais t'es qui, toi? C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit de tenter ma chance. Mais toi, t'es qui, en fait? À un moment donné, il va falloir redescendre. T'es qui, toi, pour interdire aux gens de prendre des initiatives, de tenter une frappe? Hein? Donc, ça commence à devenir saoulant pour les gens qui regardent. Ça commence à devenir saoulant, je pense, pour ceux qui sont sur le terrain. Parce que la prochaine fois que Mukele va être dans une position intéressante et qui va choisir de centrer pour Mbappé et que tout le monde va dire mais Mukele, pourquoi il centre sur Mbappé comme Hakimi qui le fait des fois, il est en position de frapper et il va centrer, il va essayer de chercher un ballon en retrait sur Mbappé. Mais vous ne posez pas la question. C'est parce que lui, il veut tous les ballons et qu'il commence à casser la tête à tout le monde. Voilà. Donc, il ne faudra pas critiquer Mukele. Il faudra critiquer le faux leader qui est Mbappé parce que c'est tout sauf un leader. Ce n'est pas un comportement de leader, ça, c'est un comportement de petite frappe qui veut tous les ballons, qu'on n'a rien à foutre. Donc ça devient insupportable. Ensuite, il y a aussi à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu la scène, où on le voit dire, il y a un ballon perdu, je crois, il fait une remise, je crois que c'est à Sarabia, mais j'ai un doute. Et il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais je vous jure que c'est un festival. D'accord? Le pivot gang, on va en parler. Alors déjà, je ne savais pas qu'il y avait un gang qui s'appelait pivot, je viens de l'apprendre. Il s'invente un rôle, le mec. Il peut dire tout et son contraire. Il ne veut pas jouer avec Giroud. Maintenant, il veut jouer avec Giroud. Il voulait échanger avec Neymar. Maintenant, il ne veut plus jouer avec Neymar. Il veut jouer à gauche. Après, il veut jouer dans l'axe. Après, il veut être libre. Après, il veut... En fait, mais dis-nous, fais l'équipe. Dis-nous quelle équipe tu veux à ton service. Dis-nous le poste que tu veux occuper. Voilà. Et puis, nous, on se débrouille avec le reste. Mais il est fou, ce mec, je crois. Non, mais vraiment. Non, mais je vous le dis. Non, mais vraiment, il faut qu'il redescende. Non, mais c'est un truc de fou. Et puis, la dernière chose, évidemment, c'est sur son histoire de rester. Écoute, si tu n'avais pas envie de rester, il ne fallait pas rester. Il n'y a pas de regret. Moi, je vais dire, comme je l'ai dit depuis qu'on fait les podcasts. Neymar, il veut partir. Merci, salut. Messi, il ne veut pas prolonger. Merci, salut. Marquinhos, il n'est pas content. Il a l'impression de stagner. Il veut être prolongé et doubler son salaire. Paris veut... Merci, au revoir. Kimpembe, Verratti, tous. Vous pouvez tous partir, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non, à faire. J'en ai rien à faire. Rien à faire. Voilà. Donc, à un moment donné, si tu n'avais pas envie de rester, il ne fallait pas rester. Moi, je redis qu'il s'est fait embrouiller par Macron et il s'est dit « Ah, je suis trop quelqu'un d'important, donc je vais faire plaisir aux gens, je reste ». Il est dégoûté. Les mecs, pour terminer sur les réseaux, les mecs, ils te disent « Ouais, mais il faut le soutenir ». Alors déjà, moi, je soutiens personne. Je soutiens le PSG. Donc ça aussi, c'est assez incroyable. C'est vrai que ouais, je ne sais pas pourquoi voilà. Il faut absolument les soutenir. Voilà. Je sais pas. Ensuite, faut le remercier de ce qu'il a apporté. Comme tu as dit, évidemment, il a juste fait son métier.
En fait, il faut le remercier d'avoir bien voulu rester au PSG. Écoute, casse-toi, va au Real, va à Liverpool. Oh, On doucement, il y s'en a. fout. Non, mais juste, on s'en fout. Quand tu partiras, tu as 23 ans, de toute façon, on le sait qu'il va partir à un moment donné. Il ne va pas faire 10 ans au PSG. Donc, on s'en fout. Voilà. Merci. Je redis ce que j'ai dit 1000 fois parce qu'il y a des gens pareils avec qui on échange. On m'a dit, ouais, mais à un moment donné, quand tu marques 200 buts, tu restes dans la légende. Eh ben non. Voilà. Moi, ce mec, il m'offre rien du tout. Voilà. Il aura des stats extraordinaires. Il restera dans l'histoire des meilleurs buteurs du PSG. Mais j'aurai rien du tout avec lui. Et quand je ferai une équipe, soi-disant All-Star des années PSG, je ne le mettrai pas dedans parce que moi, il ne m'aura rien donné, ce mec. Voilà. Tu veux dire en termes d'émotion, de ouais, relation avec les robot. supporters, etc. Voilà, c'est un robot qui est préparé pour ce foot-là, pour avoir des stats, pour être en haut de l'affiche. Mais c'est pas un joueur de foot. Moi, j'aurais jamais supporté de jouer avec un mec comme ça. Voilà. Être à son service pour le faire briller, etc. Bref. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, il y a pas mille solutions. Soit Galtier, il les porte et il le met à l'amende une fois pour toutes. Soit, eh ben, ce que j'ai dit au début de l'émission, retour vers le futur. On est revenu 10 mois en arrière. Et puis, on va attendre. Voilà, on va attendre qu'en huitième de finale, on se casse les dents contre une équipe qui est juste cohérente. Et puis, on continuera de dire, ah, les regrets, ah, mais ce jour-là, on aurait bien aimé. En fait, le problème avec nous, c'est que quand Neymar est bon, c'est Mbappé qui n'est pas bon. Quand Mbappé est bon, c'est Neymar qui n'est pas dedans. En fait, nous, on n'a jamais le droit d'avoir une équipe qui est tous ensemble en même temps, qui a décidé de jouer tous ensemble, qui est tout le temps, qui est bon en même temps. C'est toujours ou l'un ou l'autre. Franchement, c'est épuisant. Et pour terminer sur la comparaison d'Haaland, je redis, moi, d'après Thierry Henry, donc moi, je vais me fier à Thierry Henry, Mbappé est plus fort qu'Haaland dans tous les domaines. Ok, pas de problème. J'accepte. Par contre, regardez le match d'Haaland hier. Hier, Haaland, il fait son match. Il y a 3-0. Il n'a toujours pas marqué. Il reçoit des ballons. Il ne force pas le truc. Il continue de respecter le jeu. Et comme par hasard, il y a un ballon qui arrive et il met le quatrième. En fait, c'est par hasard. Le mec, il a décidé qu'il respectait le jeu. Alors évidemment qu'il a un coach qui sûrement l'oblige à respecter le jeu. Tu vois, vite fait, je termine là-dessus. L'année dernière, Mahrez, c'est le joueur le plus décisif de City. Cette année, il est sur le banc. Tous les matchs depuis le début de saison, il est sur le banc. Vous croyez que Guardiola, il se dit, ah ouais, mais Mahrez, c'est mon joueur le plus décisif? Non. J'ai Haaland. Je suis en train de travailler sur autre chose. Mahrez ou pas Mahrez, il fait les 12 premiers matchs sur le banc et c'est tout. Voilà. Ben, en fait, c'est ça qu'on attend du PSG. Mais en fait, c'est juste impossible. Parce que si demain, vous voyez franchement Galtier mettre Mbappé sur le banc contre Benfica, par exemple, donc c'est insoluble, en fait. Voilà. Nous, on a juste à prier qu'il y ait un miracle à un moment donné, comme le fameux Bayern PSG, voilà, où tu subis 20 frappes ou 30 frappes et t'encaisses que 2 buts et tu gagnes 3-2 parce que c'est un miracle. Nous, on n'a que ça à espérer, mais il n'y aura rien d'autre et il ne se passera rien d'autre cette saison, en fait. La révolution, elle est déjà terminée. Eh ben, très bien, Yacine. En fait, moi, la seule bonne nouvelle qu'il y a eu hier, c'est la défaite de Marseille, finalement. C'est ce qui nous a mis un peu en joie. On aurait bien voulu quand même leur mettre quelques points dans la vue, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Est-ce que Tu tu vas vois, ajouter un dernier, Nico? en deux matchs, on aurait pu les mettre à 8 points. Et même ça, on n'est même pas capable de le faire. On nous dit qu'il faut préparer l'avant-coupe du monde et prendre le maximum le large. Tu vas à Reims, tu ramènes un point. Tu es à 2 doigts de jouer Marseille avec la CFA. Parce que tu n'es pas loin de prendre 3 ou 4 cartons rouges et d'être privé de 4 joueurs la semaine prochaine. Mais c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Est-ce que tu vas ajouter encore un mot, Nico, ou on s'arrête là? Moi, je peux faire 1 heure encore si vous voulez sur Mbappé. Hein. Je veux dire, je suis bien. Hein. Mais Mais, non, mais- mais tu vois, déjà, ce qui est bizarre, c'est que Mbappé, déjà, moi, il me fait aimer Neymar. Donc, déjà, toi, premier truc bizarre. Quoi. Moi qui suis un Neymar l'an dernier, j'en ai mis plein la tronche. Cette année, Neymar, limite, je commence à l'apprécier parce que je trouve qu'il respecte un peu plus. Bon, hier, pas vraiment, sur sa mi-temps. Mais Moi, son entrée, les 10 premières minutes de son entrée, franchement, elle est il bonne. ramène de la possession au PSG et tout. Ah oui, Après, oui. ouais. Après, il rentre aussi dans la bagarre. Mais bon. En tout cas, donc c'est la première chose. Après, Mbappé, et c'est là où moi, j'arrive encore une fois pas à comprendre aujourd'hui comment les gens perçoivent le football. Quoi. C'est que il caractérise à lui seul tous les maux du football actuel. Quoi. C'est l'individualisme à outrance, c'est la déconnexion totale au collectif, c'est l'envie de briller avant les autres. On ne peut pas aimer ça.
Et justement, alors, quand on fait la comparaison avec Haaland, moi, je ne suis pas trop dans l'idée de dire est-ce que Haaland est meilleur ou pas que Mbappé. Je pense qu'Mbappé est plus complet, en tout cas. Après, en buteur pur, Haaland n'a pas son. Enfin, aujourd'hui, tu as Lewandowski et Haaland, pour moi, qui sont sur notre planète, quoi. Les deux sont face au gardien, il n'y a pas photo. Mais c'est vrai que Mbappé, en tout cas, c'est ce que je pense d'Thierry, il est beaucoup plus complet, effectivement. Mais Haaland, ce que j'aime, c'est un petit peu cette côté l'humilité, quoi. Le mec, il en est quoi? Il en a 20 buts, du coup, là, il a marqué 20 buts. Putain, on est quoi? On est le 9 novembre? 20 buts? Octobre. 9 octobre. 20 buts le 9 octobre. Est-ce que tu vois Haaland se comporter comme une diva sur le terrain? Non. Est-ce que Haaland, depuis qu'il a mis son 15e but, il arrête de défendre? Non. Est-ce que Haaland, depuis qu'il a mis son 15e but, il donne pas le ballon au mec à gauche parce qu'il est mieux placé que le jeu l'impose? Non. Imagine Mbappé, 9 octobre, 20 buts. Non, mais le mec, c'est pas en bus qu'il faut l'emmener à Reims. C'est en montgolfière, le mec, pour qu'il puisse rentrer. Il rentre plus dans un avion, le mec, avec le boulard qu'il a. Non, mais tu vois le problème d'un mec comme ça? Mais c'est vrai, c'est vrai. Et les mecs qui nous défendent Mbappé, j'ai envie de vous dire, mais arrêtez de venir nous parler de suivre le PSG. Vous êtes des ennemis du club. Je vois, j'aime pas cette expression dès qu'on disait du mal de Neymar. Ah, t'es un ennemi du club. Non, justement, je pense que j'aime le club autant que on aime tous le club de la même manière. Mais défendre Mbappé parce que l'an dernier, il a mis 25 ou 30 buts, mais c'est quoi le raisonnement? C'est quoi le raisonnement? Donc, ça veut dire que ça va lui donner l'immunité pendant 5 ans, comme Pavard. Pavard, il a mis un but en Coupe du Monde 2018, donc jusqu'en 2024, il ne faut plus le critiquer. Évidemment que tu peux critiquer. Et je le redis, Mbappé, le comportement, mais c'est même pas que tu peux le critiquer, c'est que tout le monde devrait le critiquer. Moi, aujourd'hui, franchement, je suis responsable enfin, je ne sais pas, je me trompe, du CUP. Vous savez, j'ai pas dit que du CUP. Mais je te promets, je fais une banderole. Mbappé, ta gueule et joue au foot. Tais-toi maintenant, arrête de parler, joue au foot. Et en plus, le pire, c'est que quand il va commencer à arrêter de gueuler, à se remettre à respecter le football et à jouer comme il sait le faire, ça va revenir. Il va remarquer tout de suite des buts. Évidemment qu'il est au-dessus des autres. Évidemment il doit marquer 20 ou 30 buts dans la saison. Mais pas en faisant la gueule. Et j'aime bien ce que dit Yacine. Il veut Di Larbin, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Regardez, en début de saison, c'était au Trophée des Champions. Non, c'était quel match où il pourrit Vitinha? Je ne sais plus quel match. C'est un match amical, parce que les 2 premiers matchs officiels, il ne les joue pas. C'était en match amical où il pourrit Vitinha? Au Japon, ouais. Voilà. Mais tu vois, derrière Vitinha, hier, quand il est entré de la surface, au lieu de tirer, il nous fait son espèce de louche de merde vers Mbappé et Neymar. Je suis sûr que Vitinha, quelque part, il dit allez, je vais la donner. Et Mukiele, effectivement. Évidemment que Mukiele, la prochaine fois, il va essayer de chercher Mbappé au deuxième poteau. Et évidemment. Mais c'est comme t'es pas un leader. Un joueur comme ça, c'est un fléau dans une équipe de foot. Et on en a tous connu. Hein. Moi, j'en ai connu quand je jouais avec les gamins de 10 ans, le mec qui faisait que dribbler, qui lâchait pas un ballon. Mais tu lui mets des tartes, le mec. C'est pas possible de jouer avec des mecs comme ça. Mbappé est en train de virer sur ça. Il a intérêt, en tout cas, moi, je pense, à très vite se reprendre, à vite surtout de changer de comportement, parce que si Neymar et Messi continuent de briller, et si on identifie assez rapidement que Mbappé est le point noir de cette association et que c'est lui qui fout un peu la merde, ça peut très vite se retourner contre lui, l'opinion publique. Et sur ce qu'il a montré hier, ce serait vraiment mérité. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il se remette en question et que surtout aussi, que ce soit la direction, que ce soit Campos, que ce soit Galtier, il y a un moment, il va falloir lui parler au garçon. Il ne peut pas continuer à distiller ses messages parce que là, pour le coup, il joue contre le club en faisant ça. Là, il joue clairement contre son club. Et ça, c'est pas normal. Et encore une fois, au-delà de ça, il y a aussi une risque de fracture dans le vestiaire, Yacine. Ça, on va pas se cacher. Déjà que nous, on sait, il y a plein de choses qu'on ne dit pas et qu'on sait de ce qui se passe dans le vestiaire, etc. C'est déjà pas fou depuis les pouvoirs, entre guillemets, qu'a eu Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont vu d'un mauvais œil, etc. Et ce qu'il continue à faire là, avec ses hashtags sur Instagram, ça va pas dans le bon sens et ça va surtout pas aider le PSG. Et le faire avant un match aussi important qui va avoir lieu mardi pour essayer de t'assurer cette première place et cette qualification, s'il n'y a pas de sanction, s'il n'est pas convoqué et qu'on ne lui met pas les points sur les i, ça veut dire que c'est perdu. C'est foutu jusqu'à la fin de saison. C'est lui le boss et personne n'a le droit de rien dire. Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Si tu veux ajouter un dernier mot, Yacine, c'est maintenant. Non, c'est juste apparemment, il a quand même retiré la story. Ah oui, mais il l'a retiré quand, Yacine? Tout le monde l'a screené, ça a tourné, c'est fini. Non, je dis pas, c'est pas pour le défendre, Mousse. Ah, bien sûr. Pour dire, ça veut dire que autour de lui, on lui a dit ça va trop loin s'il l'a retiré. Donc,
C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens conscients autour de lui. Alors, je ne sais pas si c'est sa famille proche, si c'est Campos, si c'est. Voilà. Mais il y a des gens qui disent, mais non, mais là, tu vas trop loin, en fait, puisqu'il l'a retiré. Le problème, c'est que, comme tu as dit, c'est déjà fait. Et la fracture, moi, je vous le dis, elle existe déjà. Il gonfle plein de monde. Mais on le sait, Yacine, évidemment. non, mais je sais. Mais je redis ce que j'ai dit plein de fois. Bien sûr. Les joueurs, tant qu'ils te font gagner, les mecs, ils ne parleront pas. Je vous dis que ce vestiaire-là, au premier accro, et ça peut être par exemple dimanche prochain contre Marseille, par exemple, mais Benfica mardi, au premier accro qui aura des conséquences importantes sur la suite, je vous le dis que ce vestiaire, il va exploser. Mais vraiment. Parce qu'il n'y a plus les clans argentins et tout, mais il y a une ambiance qui est horrible. Et juste par rapport à tout ce qu'on a dit sur le podcast, qui concerne aussi les remplaçants. Voilà. Tout ce qu'on a dit, c'est pas juste. On a l'impression, ça concerne aussi tout le monde. Voilà. Moi, j'ai aussi une info sur la cantine. Apparemment, les carottes râpées sont pas bien assaisonnées et ça gueule pas mal aussi, quoi. Mais je peux pas trop en parler pour l'instant. Non, mais tu sais, pour être plus sérieux, le problème de Mbappé dans ce qu'il est en train de faire, c'est que face à lui, il n'a pas des joueurs lambda de Ligue 1 qui n'ont rien prouvé, quoi. En face de lui, il y a Neymar et Messi. Et je pense que attaquer. Alors, il y a peut-être eu des promesses, effectivement, et comme le dit Yacine, s'il a cru aux promesses, bah écoute, je suis désolé de dire ça, mais c'est un demeuré parce que c'est qu'il ne connaît pas encore le football à 23 ans. Et évidemment que s'il a cru tout ce qu'on lui a dit, il est, bah écoute, tant pis pour lui. Hein, ça va le faire grandir. Mais je ne pense pas qu'il ait un intérêt à court terme à se mettre Messi et Neymar à dos. Les mecs, Neymar encore, tu peux dire, bon, depuis 5 ans au PSG, c'est moins bon, il a eu des hauts, des bas. Messi, c'est un mec, on parle potentiellement du meilleur joueur de l'histoire du football. Pour le coup, lui, il impose du respect. Il est proche de Neymar. Je pense que les Qataris adorent Messi. Enfin, lui, pour le coup, il a un vrai poids dans ce vestiaire. Et pas par les paroles, mais par l'aura qu'il dégage, par ce qu'il fait. En plus, il fait un bon début de saison. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi Mbappé a gagné à s'opposer à ces deux-là. Et en plus, c'est tellement stupide. Il est évident que si les trois s'entendent bien sur le terrain, ils vont se faire briller. Et que Mbappé, il va les mettre ses 15 ou 20 buts sans aucun problème. Mais 40. Le dernier exemple, il en veut 40. Je sais qu'il en veut 40. Mais bon, 20 passes de l'un, 20 passes de l'autre, ça fera 40. Tu vois. Non, mais regarde, Nico, le but qu'ils mettent à Benfica, c'est l'exemple. C'est-à-dire que mais profite, tu as de la chance d'avoir des joueurs monstrueux comme ça avec toi, mais tu vas les mettre tes buts. Juste, joue avec. Crée un collectif, que ce soit avec eux, avec le milieu, etc. Et les buts, ils vont arriver. Tu as donné l'exemple d'Haaland sur le 4e but Yacine. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Sauf qu'il va trouver le moyen de faire la gueule parce qu'il en a mis que 2 et que le penalty qu'il devait tirer lui, c'est Neymar qui l'a tiré. Tu vois, il est là aussi le souci. C'est qu'à un moment, quand ta stat personnel prend le dessus sur l'intérêt collectif, alors ce qu'a dit Yacine sur l'histoire de gagner ou pas la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il choisirait? Je suis encore un peu naïf. Je vais me donner encore quelques semaines de naïveté, donc je vais pas être d'accord avec ce qu'a dit Yacine sur ce coup-là. Je reviendrai peut-être sur mon. C'est son côté radical, ça, Nico. C'est ça. Je m'offre quelques semaines de naïveté supplémentaire, mais si on en arrive à là, bah, en fait, il n'y a même plus besoin de débattre. Tu ne pourras jamais réussir avec des joueurs dans cet état d'esprit-là. Tu gagnes pas loin, tu gagnes pas une Ligue des Champions sans un gros collectif. Et il est admiratif d'un mec comme Benzema, tu vois. On parlait des leaders et tout. Mais demain, moi, tu me dis, tu mets Benzema à la place de Mbappé, mais je te promets, je pars en Clio le chercher, Benzema, je vous le ramène tout de suite. Un mec comme Benzema dans un collectif, mais c'est une plus-value. Mais les gens, je ne sais pas si les gens se rendent compte, au-delà de la qualité du footballeur, de son QI foot, il est à des années-lumière au-dessus de Mbappé, mais surtout son implication dans un collectif. Benzema, on parle quand même d'un numéro 9 qui aurait pu être sans aucun doute un des plus grands attaquants de l'histoire. Et qui pendant X années s'est mis au service d'un autre joueur parce qu'il a su collectivement c'était bon pour lui. Tu vois Mbappé se mettre au service de Lewandowski si demain. Tu vois, Mbappé, ça a toujours plus été CR7 et Ronaldo qui a été un des premiers à avoir cette mentalité-là d'atteindre des objectifs personnels, d'être obsédé par son rival Messi. On est plus proche de ça que de Benzema. Ouais, mais CR7 est un mec dans ses grandes années qui a toujours respecté le football. Oui, bien sûr. La stat, la volonté de marquer était ultra forte. Mais Cristiano Ronaldo, quand il faut donner le ballon à gauche parce qu'il y a un mec mieux placé, il donne le ballon à gauche, tu vois. Oui, sans doute. Alors Messi, c'est pareil. Messi, c'est un mec qui a énormément brillé individuellement, mais ce sont des joueurs qui respectent le football. Et un mec comme Mbappé, en ce moment, je suis désolé, il ne respecte pas. Et ça fait longtemps. Hein,
il ne respecte pas le football dans ses choix, dans ses décisions, dans plein de choses. Mbappé, c'est le football ultra personnalisé, enfin ultra personnel à outrance. Et tu ne gagneras pas la Ligue des Champions avec un joueur comme ça en leader. C'est pas possible. C'est pas possible parce que les frustrations que ça crée autour, elles sont monstrueuses. Effectivement, moi, j'ai pas trop d'infos sur les vestiaires du PSG, mais il n'y a pas besoin de voir le vestiaire du PSG pour le voir sur le terrain, que les mecs, ils commencent à lui casser les couilles à Mbappé. Un mec qui gueule parce que tu rates ta passe ou que tu as osé frapper, mais effectivement, Mukiele, c'est une bonne poire. Hein. En plus, Mukiele, vu le bébé, franchement, il se tait, mais c'est pas physiquement qu'il a peur, a priori, Mukiele, tu vois. Donc, évidemment que ça va créer des frustrations et des tensions et que. Alors, le premier accro, j'espère que ce ne sera pas dimanche contre Marseille parce que ça ferait vraiment chier de supporter ça maintenant, là. Mais il va arriver le premier accro. Hein. Si ce n'est pas contre Marseille, ce sera au printemps en Ligue des Champions. Enfin, cette équipe-là gagnera. Dans ce qu'on voit là, ce n'est pas un prétendant à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, hein, ça peut changer. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas un prétendant à la Ligue des Champions, il faut être honnête. Messieurs, même si le sujet est passionnant, on va s'arrêter là quand même, parce que ça fait quand même 1h20. Et dire qu'à la base, vraiment, on n'allait pas en faire du tout. Finalement, on a quasiment fait 1h30 et une grosse partie sur Kylian Mbappé. Alors, juste un truc sur ce que tu as dit, Nico, il faut arrêter de nous prendre quand même pour des chèvres. Quand tu dis que tu irais chercher Benzema en Clio, tout le monde sait que tu roules en 4x4 Mercedes, préparation Brabus, AMG. Voilà, s'il te plaît, un peu de sérieux. Une autre chose, je voulais absolument remercier encore une fois tous les gens qui nous suivent sur YouTube, qui commentent, mais continuez à commenter et on se fera toujours un plaisir de vous répondre. Merci vraiment beaucoup à tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. On vous prépare une petite surprise si tout va bien, si techniquement on arrive à mettre ça en place. Certainement pas moi parce que j'y connais rien, je sais à peine envoyer un SMS, mais grâce à Yacine, peut-être faire le premier live après le PSG Marseille lundi. Donc, ça va être une première pour nous. Par avance, si on arrive à le faire et qu'il y a quelques bugs, ne vous en voulez pas. C'est la première. Et puis, si d'ici là, on n'aura pas eu le temps, ça sera promis pour le prochain match de Ligue des Champions, sans doute face à la Juve. Mais on est en train de tout mettre en place pour pouvoir faire notre premier live. Ce sera au lendemain donc, du coup, du PSG Marseille, donc lundi 17 octobre. Aux alentours, à l'heure du déjeuner, pour que les gens qui sont en pause déj puissent nous suivre. Évidemment, qui sera ensuite en replay sur la chaîne YouTube, hein, comme d'habitude. Et puis, on aura le plaisir aussi d'avoir. Normalement, le lundi, Nicolas, il est là. Donc, à moins qu'il emmène son 4x4 Mercedes, préparation Brabus, AMG, chez le garagiste. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Je ne peux plus le faire tourner, là. Zut alors. Tant mieux pour l'écologie. Sinon, on va se retrouver, nous, mercredi, après le match face à Benfica, au Parc. Yacine sera au Parc des Princes, en tribune presse pour Paris United. Comme ça, il pourra voir le match dans des conditions optimales pour pouvoir en parler dès le lendemain. Donc, on se retrouvera, comme je vous l'ai dit, mercredi. Merci à tous. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été avec nous. Je sais que le dimanche, c'est pas évident, mais tu avais besoin de cette thérapie de groupe pour mieux dormir ce soir. Je t'ai offert une thérapie de groupe d'1h30. Je prends 80 € de l'heure. Tu fais tes calculs, tu me dois 120 balles, mon pote. Voilà. Ce qui est bien, du coup, c'est que tu veux pas prendre Marquinhos à Nantes une semaine avec toi, là, pour t'occuper de lui. Il va se plaindre trop petit chez moi. Ça va pas le faire. J'allais dire, mais je crois que c'est nous, en fait, on devrait inviter les joueurs du PSG, finalement, si c'est ça la thérapie. Ils devraient venir chez nous. Alors, je suis pas sûr qu'ils supportent tout ce qu'on dit sur eux, mais bon, écoute, si un joueur du PSG, c'est ton jamais qui nous écoute, évidemment les bienvenus. Merci à tous, merci encore. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est bon, Yacine, j'ai pas dit de bêtises. On est dimanche. Voilà, et donc on se retrouve mercredi. Salut à tous et merci.